Mathieu, je pense que ça y est. Vous m'entendez là, sans problème. Bien, alors moi je suis heureuse d'être ici à près de Pescamarogne. Je vous remercie d'être si nombreux. Et puis surtout, on a eu un petit miracle. On a réussi à faire venir Hervétis. Alors Hervétis, c'est... Moi je dis ça, c'est du roman. Parce que ça fait 20 ans que je le regarde à la télé, ce qu'il fait, comment il donne envie d'apprendre. Alors, si je vous dis qu'il a une série de titres, il est chimiste à l'INRA, directeur à ProParisTech, directeur scientifique de la Fondation Sciences et Culture, et j'en passe. Je ne vais pas le faire rougir. Et puis moi, aussi, une grande satisfaction, parce que je travaille beaucoup avec le monde éducatif. Et là, j'ai eu une demande spontanée, c'est Isabelle Tabarral. Isabelle Tabarral m'écoute il y a plus d'un... Non, c'était au mois de décembre, j'étais sur les antennes d'RCFM avec Patrice Antonin pour présenter une exposition sur la chimie, puisque cette conférence rentre dans l'illustration de l'année internationale de la chimie que nous sommes en train de clôturer. Et le lendemain, elle m'appelait en disant, voilà, je suis professeur à la Cité technique de Montésor. Si vous faites venir Hervétis avec mes élèves, dites-moi où on va le voir. Alors, à partir de là, j'avais déjà, moi, quelqu'un qui pouvait m'appuyer, parce que j'ai cherché partout dans Bastia un lieu où on pouvait faire une conférence. Hervétis n'avait qu'aujourd'hui pour la Corse. Demain, il est sur Montréal pendant une semaine, quelque chose comme ça, ou week-end. Parce que quand j'ai vu la programmation de cette année, c'est vraiment un privilège qu'il nous accorde en venant une journée en Corse. Alors, je ne vais pas mobiliser plus longtemps la parole. Je voudrais remercier donc Isabelle et son travail de mobilisation du lycée Frescamarogne, le proviseur et son équipe qui ont mis cette structure à notre disposition. Et je vous laisse entre les mains d'Hervétis. Vous n'allez pas vous ennuyer, je vous l'assure. Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Ça va? Ouais. Je tombe la veste. C'est quoi le bruit? Ça va. Bon, voilà. C'est moi ou c'est pas moi? Tout marche. Où je prends l'autre? Où je parle? Voilà. On entend bien, hein? Non mais ça peut être un faux contact en machin. Bon, allez-y. Alors, voilà. Là, je vais, dans le fond, on est en période électorale. Alors, je voudrais commencer en disant que d'abord, j'ai rien à vendre. Parce que je vais vous montrer à la fin de l'exposé des choses terribles. Alors, qu'on soit bien d'accord, je n'ai rien à vendre. Donc, si je vous propose quelque chose de terrible, c'est sans doute parce que je pense que c'est utile, mais ce n'est pas pour vous vendre quelque chose. Alors, il n'y a pas rien à vendre, ça veut dire pas de pouvoir. C'est-à-dire que je ne me présente pas aux élections. Voilà. Et la seule chose que j'essaye de faire passer, c'est la suivante, c'est que la vie est relativement simple, au moins quand... Enfin, vous voyez, si je prends ce machin-là, il est rond, quoi. Alors, si je regarde à la loupe, évidemment, je vais voir les petites rainures, mais en fait, c'est rond. Alors, donc, la vie est simple. Après, on peut toujours s'amuser à la compliquer. Donc, on compliquera après. Alors, imaginons qu'on ait du vin, un excellent vin corse de chez l'évêque, ou le Fèvre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il paraît qu'il y a une petite plaine, une gargade qui fait du vin. Voilà. Et alors le vin, vous savez que c'est de l'eau qui a du goût. Alors, qui a du goût, le mot goût est un mot terrible parce que
tout le monde y met son truc. Alors la saveur, les flaveurs, plein de baratins, quoi. Alors, moi je propose de jamais oublier que les ronds, c'est d'abord rond. Hein. Alors, ça veut dire que quand je bois du vin, ou quand je mange une banane, ben, j'ai le goût du vin et j'ai le goût de la banane. Pour l'instant, je n'ai pas prononcé de mots de plus de 3 syllabes. Hein. Je n'ai pas dit encore le mot molécule. Alors, ce vin qui a du goût, hein, je vois qu'il a une couleur. Alors là, j'ai des collègues de l'INRA à Montpellier qui montrent que si on prend du vin blanc, si on met un colorant vert qui n'a pas de goût dedans, et bien on le perçoit plus acide que quand on n'a pas mis de colorant vert. Donc déjà, le goût, il est déjà dans la couleur du vin. Bon. Ensuite, ça arrive ici, avant de le mettre en bouche, et là, il y a une odeur. Une odeur, ça veut dire qu'il y a des machins qui sont en train de sortir. Ces machins qui sont en train de sortir, je sais qu'ils sont en train de sortir, parce que si je bouche, j'ai pas d'odeur, et si je bouge, j'ai pas d'odeur. Donc pour sentir l'odeur du vin, qui n'est pas son arôme, parce que l'arôme, c'est l'odeur d'une plante aromatique. Mais le vin, c'est pas une plante aromatique. Donc le vin n'a pas d'arôme, il a un bouquet, ça s'appelle. C'est une odeur. Alors donc il y a une odeur, mais alors dans ce cas-là, mais ça veut dire qu'il sort quelque chose. Ce quelque chose qui sort, je suis désolé de vous dire que ça s'appelle des molécules. Et en faisant ça, je ne fais pas de la chimie, je dis simplement ce qui se passe. Alors, une fois que je sais ça, je mets le vin en bouche, et puis là, j'ai des papilles sur la langue, alors je sens des saveurs. Je sens quand les odeurs, parce qu'il y a un canal qui remonte vers l'arrière de la bouche, qui s'appelle les fosses rétronasales, donc je sens 2 fois, je ne sens pas la même chose pour des raisons compliquées, puis je sens le piquant, je sens le frais. Si c'est pas du vin, mais si c'est de la banane, il faut que je mastique, donc je sens une consistance, puis c'est chaud, c'est froid, c'est bon. Alors, ce qui est marrant, c'est que le vin est une odeur qui s'appelle son bouquet. Alors, quand on extrait l'odeur d'une plante, on obtient une huile essentielle. Ça s'appelle une huile essentielle, ça peut s'appeler une essence, ça peut... Bon, disons huile essentielle pour simplifier. Hein. Pensons que l'assiette est ronde, hein, compliqué. Hein. Je vais la garder avec moi, parce qu'il faut bien qu'on se souvienne que l'assiette est ronde. Alors, je n'ai pas d'huile essentielle aujourd'hui pour faire l'expérience, de toute façon les huiles essentielles ça pue. Hein. Donc si j'avais pris une huile essentielle, tout ça ici, par exemple, huile essentielle de bergamote, oh, ça pue, mais ça pue. Il en faut des quantités, mais très petites, parce que, et puis d'abord c'est toxique en plus. Hein. Bon. Donc voilà, on va jouer hein, à ce que ça soit une huile essentielle. Alors vous savez que si c'est de l'huile, ou une huile essentielle, je le verse sur l'eau, ça va flotter en surface. Donc comment est-ce que Dieu a réussi à mettre les huiles essentielles dans l'eau pour faire le vin? C'est quand même bizarre, puisqu'elles ne veulent pas y aller. Et qu'en plus, quand elles y sont, elles veulent sortir. Alors je crois que cette femme était merveilleuse, je parle de Dieu, hein. Non mais si le monde est aussi désordonné, c'est sans doute que c'était une femme. Voilà. Ah, j'ai réussi. Non, mais même, vous savez qu'en blasphème, il faut quand même faire un peu attention, surtout en Corse où les gens sont très religieux. Et d'ailleurs, j'ai pas dit que je l'étais pas. Hein. On a le droit d'être religieux de blasphémer. Blasphémer, qu'est-ce que ça veut dire? Blasphémer, ça veut dire attenter à l'image de Dieu. On a le droit de rigoler de tout du moment qu'on le révère ou on la révère. Enfin bref. Dieu, vous savez, a inventé l'éthanol. Alors l'éthanol, c'est l'alcool. Ah oui, alors, parce que l'éthanol, ça fait tout de suite peur. Et c'est l'alcool qu'il y a dans tous les vins, dans toutes les autres vies. Bon. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'éthanol, lui, il aime bien l'eau. Hein. Là, je le mets dans l'eau, pas de problème, ça se mélange, ça vient pas flotter en surface. Bon. Alors, c'est pas une façon très facile de faire des expériences, mais on va essayer quand même. Donc, je me dis la chose suivante. Voilà. Ici, je sais que l'éthanol, lui, peut aller dans l'eau. Mais si j'arrivais à dissoudre les huiles essentielles dans l'éthanol et que je le mettais dans l'eau, j'obtiendrais quoi? Eh bien, j'obtiens ça. Voilà. Un nuage blanc. Et bien, ce nuage blanc, c'est de l'huile, dans l'eau. Et alors, ce qui est plus intéressant, c'est que normalement, l'huile, ça doit flotter. Les gouttelettes d'huile devraient remonter. Si vous attendez, ce machin-là, elles vont se distribuer dans tout le verre. Ça tient parfaitement. Alors maintenant, si je remplace mon huile par n'importe quoi, une huile d'olive macérée au basilic, si je remplace mon éthanol par de la vodka, et si je remplace mon eau par du jus de tomate, eh ben je fais la cuisine. Alors, vous voyez, ça veut dire qu'en se préoccupant de comprendre le monde qui nous entoure, on arrive tout de suite à faire quelque chose de culinaire. Et puis à gagner, on fait un plat. Ah oui, mais... Bon, alors là, le monde de la cuisine est content, parce qu'on sait donner du goût aux aliments, puisque les aliments, c'est de l'eau. Donc en fait, cette question-là, c'est la question de la cuisine. Comment donner du goût à l'eau?
Les aliments, une tomate c'est de l'eau, une mandarine c'est de l'eau, une orange c'est de l'eau, une viande c'est presque de l'eau, il y a des protéines aussi, mais c'est de l'eau. Enfin, bref, les aliments c'est de l'eau. Hein. Après, il y aura le détail. Allez, alors ici, il y a quand même une question beaucoup plus grave. Parce que maintenant, l'éthanol, il est où? C'est-à-dire, est-ce qu'il est dans les bouteilles d'huile? Est-ce qu'il est autour? Ou est-ce qu'il est dans l'eau? Eh bien, je suis heureux de vous dire qu'au XXIe siècle, c'est-à-dire en ce moment, hein, on envoie des sondes sur Mars et personne n'en sait rien. Voilà. Et voilà pourquoi, en général, je vais au laboratoire le matin. Parce que je voudrais bien comprendre où est l'éthanol. Alors, je suis payé par l'État. Formidablement. Je me plains pas. Mais si j'étais patron de Danone, il gagnerait mieux ma vie. Hein. Alors, je suis payé par l'État pour ça, parce que vous voyez qu'en se posant une question idiote, on est arrivé à une application culinaire. Donc si on se pose la question de l'éthanol, on va peut-être trouver autre chose. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On n'en sait rien. Et il ne faut surtout pas demander à la science qu'elle soit utile. Elle doit produire des connaissances nouvelles. Mais ça, maintenant, alors là, c'est un fait, ça, c'est pas une prétention. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais réembaucher 160 000 profs. Hein. Enfin, ou autre chose, je ne sais pas ce qu'ils disent. D'abord, ils mentent souvent parce qu'ils ne peuvent pas se dire les profs qu'ils font, donc c'est pas grave, mais. Enfin, c'est pas grave, si, c'est grave, mais en tout cas, moi ce que je vous dis, c'est que tout le monde ici a vu ce trouble, et qu'en plus, je ne peux même pas prétendre qu'elle soit importante, parce que dans tous les verres de pastis, c'est ça qui se passe. Donc j'aurai même pas le prix Nobel. C'est fichu. Sauf que, avec toutes les personnes qui ont étudié le pastis, il n'y en a pas une qui a eu l'idée de ce truc-là. Et c'est pas normal. Donc commençons à regarder ce qu'on fait matin. Voilà. Alors ça, c'est une phrase, Saint-Exupéry a dit un truc de salaud. Il a dit, si tu veux construire un navire, fais entendre aux hommes l'appel de la mer infinie. Et c'est dégueulasse ça, parce que si tu veux construire un navire, fais bosser les autres. Voilà. Donc j'ai changé, je veux dire, si ensemble on veut construire un navire, à ce moment-là, apprenons ensemble. Hein, voilà. Donc c'est politiquement correct ça. Alors, alors je sais qu'ici, il y a des gens qui vont devenir cuisiniers, il y a des gens qui le sont déjà. Vous faites quoi? Je suis en première année d'ITS. Donc vous voulez devenir cuisinière, enfin métier de bouche, etc. On va dire ça. Qui ne veut pas devenir cuisinier ou l'est déjà? Bon, d'accord. Ouais, mais si tu viendras, François, bientôt tu seras cuisinier, et puis tu feras la cuisine. Non, alors, d'abord, donc, je prends quelques précautions parce que je sais qu'il y a la cuisine moléculaire, vous avez entendu parler, et vous avez entendu dans la presse que c'est très dangereux, que faire un adrien empoisonne tout le monde, etc. Des conneries, quoi. Il y a des gens qui ont besoin de vendre du papier, alors ils écrivent n'importe quoi. C'est des malhonnêtes, mais c'est malhonnête quand ils écrivent n'importe quoi. Ou des feignants, s'ils ne font pas attention. Il y en a aussi qui sont honnêtes, hein. Il ne faut pas tout mélanger. Hein. Mais enfin, il y en a qui font qu'aujourd'hui, une partie de la population française et mondiale croit que la cuisine moléculaire, c'est des trucs qui peuvent être dangereux, et qu'il y aura de la chimie dedans. Alors, rassurez-vous, je vais essayer de vous montrer qu'il n'y aura jamais de chimie en cuisine. Donc là, c'est une autre assez fronde, hein, voilà. Là, la vie est simple, et celle-là, c'est il n'y aura jamais de chimie en cuisine. Dans le fond, c'est peut-être la seule chose que je voudrais que vous reteniez. Il n'y aura jamais de chimie en cuisine. Je prends la précaution parce qu'à la fin, vous allez voir, vous allez croire qu'il y aura de la chimie en cuisine. Alors, commençons par la cuisine. Il faut quand même se demander ce que c'est. Alors, là, je vous montre des photos, je ne les détaille pas. Ces photos, en général, c'est des inventions que je fais. Je donne une invention à Pierre Gagnère tous les mois, ce que je ne devrais pas, hein, parce que l'agent de l'État, INRA, je dois faire de la science et pas de la technologie. Enfin, à l'INRA, c'est compliqué, mais si j'étais au CNRS, je ne devrais pas. Alors, tous les mois, j'invente un truc qui est... bon, là, je prends juste un exemple. Hein. Ça, c'est comment transformer le foie gras. Il n'y a que du foie gras, il n'y a pas de crème. Hein, en foie gras chantilly. Il y a comment faire mousser du foie gras. Et ça fait une espèce de mousse de foie gras. Et on n'a pas rajouté de blanc d'œuf, on a fait mousser le foie gras. Bon, il n'y a pas de brevet. Hein, c'est de la cuisine. Il n'y a pas un ingrédient normal, il y a du foie gras, enfin plus du fond de canard, plus des machins qu'on n'a rien organisé. Et donc il y a ça tous les mois. Alors les inventions, il y en a des petites et des grandes. Hein. Vous voyez, par exemple, si vous prenez du sel, il y a des inventions qui sont petites mais qui sont importantes. Vous voyez, si vous prenez du sel comme ça, vous prenez un mortier, un pilon, enfin c'est mieux, hein, ou bien deux poils, vous croyez que vous faites du sel glace. Il y a le sucre glace, mais on peut faire du sel glace.
Ben, j'ai pas vu de brevet sur le sel glace, je crois l'avoir inventé. Quand d'habitude, quand vous mettez du sel sur des frites, ça tombe au fond du cornet. Avec du sel glace, ça adhère juste ce qu'il faut. Donc voilà, le sel glace. Quoi. Alors, tous les mois, un truc pour Pierre, et Pierre, en échange, me doit une recette où il l'utilise. Et puis il le met à son menu. Alors, donc voilà, alors là, je ne commande plus. Souvent, je donne à mes inventions le nom d'un chimiste du passé, parce que comme ça, comme le public déteste la chimie, s'il mange quelque chose qui est bon, et qui a un nom de chimiste, il dit « Ah, c'est bon !» Donc, finalement, les gens aimeront la chimie. Et ils auront raison, parce que la chimie ne veut pas leur mal. Alors, vous voyez, Liebig, c'était un chimiste allemand. Donc voilà un plat de Pierre Gagnère. Voilà Nollet. Alors Nollet, ce n'était pas un chimiste, c'était un gars qui était pionnier de l'électricité. Mais... Alors ça, c'est le plat de Pierre qui fait fureur à Las Vegas. Ça paraît qu'à Las Vegas, chez Pierre Gagnère, tout le monde veut manger de la salade à la jalette. Pardon, pour simplifier. Pour répondre juste avant, là, il y avait des feuilles. Oh, voilà. La feuille rouge, c'est une feuille de laitue. La feuille verte, c'est une feuille de tomate. Il y a une troisième feuille, il y a une troisième feuille, c'était une feuille de vinaigrette. Et puis il y avait une quatrième feuille, je ne sais plus ce qu'on va faire. Donc, vous voyez, on fait les choses en feuilles parce que les feuilles, c'est intelligent. Enfin, bon, il ne faut pas que je décrive parce que c'est juste. Bon, là, c'est pas un chimiste, c'est le plus beau village du monde, c'est le mien. Ça, on y arrivera. Ça s'appelle un plat abstrait. Ça, ce plat s'appelle hydrolyse. Et c'est pas pour ça qu'il y a de la chimie dedans. Ça, c'est une sauce volaire, on aura l'occasion d'y revenir. Ça, c'est un Shitao, c'est un peintre japonais. Ça, c'est un Wurtz. Wurtz, c'est le créateur d'AgroParisTech. C'était un chimiste, parce qu'à l'époque, la question, c'était les engrais. Ça, c'est... Alors, c'est pas un chimiste, c'est un Rolling Stone, c'est pas un chimiste. Ça, le plat, normalement, le nom du plat, c'est la formule, mais pour vous traduire, j'ai mis un nom de chimiste. Là, il y a un plat qui a un nom de réaction chimique. Et puis là, il y a un plat dont on parlera plus tard. C'est ça l'essentiel de mon intervention d'aujourd'hui. C'est, je vais vous montrer la cuisine qu'il y aura demain. Demain, la cuisine moléculaire, c'est fini. Il y aura quelque chose de beaucoup plus intéressant qui s'appelle la cuisine notative. Alors, en fait, c'est un guet-apens parce qu'on m'avait dit, oui, tu verras, il y aura des très jeunes qui doivent choisir un métier. Donc, ce que j'avais prévu de vous expliquer que la cuisine était au centre des métiers, ce qui tombe bien dans un lycée des métiers. Hein. Alors, il y a quand même un point essentiel. Il y a quelques années, j'avais envoyé un email à 1350 copains cuisiniers en leur disant, est-ce que tu es technicien ou est-ce que tu es artiste? Enfin, artisan ou artiste. Et c'est une question compliquée, donc j'en profite pour revenir. Donc la cuisine peut intéresser des techniciens. Alors, moi je maintiens qu'il n'y a pas un de nos grands intellectuels parisiens qui serait capable de faire un toit en ardoise comme celui de gauche. C'est éblouissant à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tuiles ou des ardoises, mais faire un truc comme ça, c'est inouï. C'est d'une beauté... c'est pas le fait que ça soit beau ou joli à regarder, hein. C'est que c'est très 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 difficile techniquement. Et c'est aussi difficile que le pont du Gard ou le gâteau de droite. Donc ça, c'est un travail technique. Hein. C'est pas beau à voir, enfin, c'est peut-être beau, mais c'est pas ça la question. La question, c'est que c'est une question technique. Et je maintiens que la technique, c'est un truc essentiel, parce que si le peintre en bâtiment, il peint pas bien le mur, et ben, il y a des coulures, et ben, c'est pas bien. Alors, finalement, pourquoi le métier de technicien est bien? Et ça, c'est une question que j'ai mis très longtemps à comprendre, parce qu'il y a des tas de gens qui disent on va faire une assiette, on va faire les petites taches de sauce au bon endroit, on va faire le petit machin. Pourquoi ces gens se donnent tant de mal? Alors, j'ai fini par comprendre récemment. Le critère en matière technique, c'est le soin. Imaginez qu'un menuisier fasse un escalier comme ça, et bien les gens vont se casser la guillemette. Autrement dit, un travail technique mal fait, ça veut dire je t'aime pas. Mais à contrario, un travail technique bien fait, ça veut dire je t'aime. Et donc, dans le milieu culinaire, je crois qu'il est très important de dire que les techniciens seront des gens merveilleux s'ils arrivent à dire je t'aime. Et le métier de cuisinier technicien, même pas artiste, hein, c'est de dire je t'aime. Et ça, c'est un beau métier. Alors, maintenant, il y a des déviations. C'est-à-dire que, vous voyez, le mec qui fait son truc en chocolat, je veux bien, mais ça se mange même pas. Et puis ça fond au soleil. Et puis à droite, c'est plus la praline. Quand on va avoir ça, vous aurez ça dans les pâtisseries de tout Bastia demain, quoi. Les œufs de Pâques à la cucu, enfin, des cloches, des lapins, imbéciles, enfin, ça fait bizarre. C'est pas joli, enfin, bon, bref. Alors, il y a une règle dans la vie, pour moi, en tout cas, quand on dit du mal d'une chose, il faut dire du bien de trois. Parce que comme ça, oui, ça nous remonte le cœur. Alors là, alors là, par exemple, tiens, carême.
tous les cuisiniers du monde ont une admiration pour Carême, Carême le grand cuisinier. Carême, c'est un truc marrant, parce que cet homme-là, dans son bouquin, tous les dessins ressemblent à ça. Ça fait un peu chaud, hein. Mais oui, mais c'est moi qui suis un imbécile. Parce que si je ne comprends pas ce que faisait Carême, c'est moi qui ne comprends pas. Donc ça veut dire, alors j'espère que l'un d'entre vous va m'aider à comprendre. Ça veut dire que, alors qui peut m'aider à comprendre? Vous voyez pourquoi c'est bien ça? Pardon? Pour l'époque. Non, pour l'époque. Pourquoi c'est bien? C'est comme une mode. Ah, mais une mode, non, mais pas Carême. Non, mais Carême était un grand artiste, il avait plus qu'une mode en lui. Parce que ça Non, mais ce mec, vous voyez, dans les livres d'histoire de la cuisine, j'en ai 1250. Hein. Donc il y a toujours les mêmes gravures qui sont reprises d'époque en époque. Et à Carême, ce gars, parce que ça coûte cher de refaire une gravure, hein, et Carême, il ne met aucune des images précédentes, et il fait des images, et dans son bouquin, il n'y a que ça. Si je vous montre, je ne sais pas si j'ai après, non, enfin, elles sont toutes pareilles que celles que je vous montrais. C'est incompréhensible, et à chaque fois, il y a une grosse pièce, des petits machins par-dessus, et puis des raclets, quoi, des pics avec des machins embrochés. Pourquoi est-ce que Carême, qui était un génie, faisait ça? Si nous, on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on a loupé quelque chose. Or, comme on ne comprend pas, on a loupé quelque chose. C'est pas une mode passagère, c'est Carême, hein. Donc, on ne comprend pas. Et donc, Carême était un génie, mais on ne comprend pas. Donc, il faut bosser pour arriver à comprendre. Alors, Carême a fait des choses moins bien. Par exemple, il a fait un livre où il fait des œuvres de pâtisserie qui ne se mangent même pas. C'est-à-dire qu'il utilise des colorants et machins qui sont toxiques. Donc en fait, il avait une passion pour l'architecture, ce qui est une chose importante à penser, mais ça l'a poussé à faire autre chose que de la cuisine, de l'architecture. Donc ça, je trouve ça un peu con, quoi. Parce que c'est pas de la cuisine, c'est de l'architecture. Mais l'architecture, comme les sculptures en glace, en machin, ça se mange pas les sculptures en glace. Bon. Alors, maintenant, deuxième métier. Alors ça, c'est un autre métier, c'est artiste. Hein. Alors, je pense qu'à la cuisine, hein, pas à la peinture, mais... Alors ça, il y a une histoire derrière. J'étais dans un jury de concours culinaire, et puis il y avait un Belge qui était très sympathique, et qui a été troisième. Et à la fin, il y a eu un cocktail, et puis il vient voir, alors le gars, il avait fait une assiette avec un jaune d'œuf à 68 degrés, une coquille Saint-Jacques, une béarnaise au jus d'huître, et puis j'ai oublié le quatrième, enfin un poisson. Et il vient me voir le soir, au cocktail, on était tout le jury, tout le monde en train de boire des coups, quoi. Et puis il me dit, Sotis, les vieux du jury, c'est des cons, hein. Moi j'ai fait la quête moléculaire, puis eux, ils n'en veulent pas, alors ils m'ont mal noté. Il dit, t'es sûr? Alors il me dit, qu'est-ce que t'as mis dans ton assiette? Alors il me raconte. Il dit, dans le fond, pourquoi t'as mis ensemble une béarnaise, une coquille Saint-Jacques, un œuf et je sais pas quoi? Bah, il me dit, bah, parce que je sais pas, moi je le sens. Je dis, tu le sens, moi, je m'en fous que tu le sens, c'est à moi de le sentir. Enfin, alors voilà, le premier membre du jury, c'est un bon gros vieux, sympa, mais un des maîtres de la cuisine quand même. Hein. Alors il dit, alors ça t'a plu? Ah, ton œuf, extraordinaire. Alors le gars est assez rené, il ne veut pas gagner, mais enfin, on disait que son œuf était bien. Deuxième membre du jury, je lui dis, ça n'a plus d'autres. Ah ouais, la béarnaise au jus d'huître, extra. Et alors, les 4 membres du jury. Alors le gars me dit, alors pourquoi je n'ai pas gagné? Il dit, mais attends, alors j'ai lu cette idée-là. Ce tableau est un tableau de Léonard de Vinci. Ce tableau, il n'est pas important qu'il y ait des cavaliers ou qu'il y ait des chevaux. En revanche, ce tableau a une colonne vertébrale. Et une colonne vertébrale, c'est ce qui fait que je tiens debout. C'est que le tableau tient debout. Cette colonne vertébrale, les hommes et les bêtes se ressemblent quand ils se battent. Et si vous regardez les visages des chevaux et des humains, c'est le même type de je me bats. Autrement dit, je reviens à mon Belge, je lui dis, mais alors ton assiette, c'était quoi sa colonne vertébrale? Il n'était pas capable de la dire. Il n'y en avait pas. Donc, le truc s'effondrait parce qu'il n'était pas tenu par la colonne vertébrale. Alors, c'est dangereux de dire ça. Ça veut dire, est-ce que toute œuvre doit être tenue par une colonne vertébrale? Est-ce que l'art, au contraire, qui échappe aux règles, ne peut pas faire exprès de ne pas faire de colonne vertébrale? C'est une autre affaire. Ce que je dis pour y revenir, c'est que la cuisine, il peut y avoir une composante artistique, si on veut être artisan, on est artiste. Ce n'est pas une question technique, c'est-à-dire qu'on donne un morceau de charbon à Picasso, il fait ça, et puis un autre, il fait ça. Donc ce n'est pas une question technique, c'est une question artistique, et la question artistique, bah, je suis mal placé pour vous en parler, parce que moi je suis chimiste, donc con. Alors,
Alors, en revanche, j'ai introduit une école de cuisine nouvelle, qui s'appelle la cuisine abstraite. Pourquoi? Parce que un jour, il m'a dit, mais tiens, c'est marrant, il y a eu du cubisme, du fauvisme, de l'impressionnisme, tout ça en peinture, et en cuisine, il y a quoi? Essayons de transposer en cuisine. Alors, qu'est-ce que c'est que la cuisine abstraite? Alors voilà, regardons la peinture. Et dans le temps, quand on faisait une peinture, on représentait des monstres, des soleils, dieux, des montagnes, des arbres. Ça, on les représente. C'est-à-dire que le gars vous dessine un arbre, et puis vous voyez un arbre. Ça s'appelle la peinture figurative. Et puis, en 1912, il y a un gars génial, Kandinsky, qui s'est mis à plus faire de... Il ne veut plus représenter, lui. Il dessine, il pointe et ligne sur plan. Et puis, il y a des gens comme moi qui trouvent que ce tableau est extra. Le machin noir, là, c'est pas le soleil, hein, parce que le soleil, il n'est pas noir, et puis il n'y a pas deux soleils. Mais ça évoque le soleil, ça suscite le soleil. Vous voyez, le tableau nous fait penser à, et je pense qu'il fait penser quelque chose de différent à chacun ici. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce mouvement artistique est fait pour montrer que nous avions en nous de quoi interpréter différemment des choses qui sont identiques. Alors qu'un arbre, c'est toujours un arbre. Enfin. Alors, faisons ça en cuisine. Ça sera encore en cuisine. Ben, ça va être ça, par exemple. C'est le premier plat que j'ai demandé à Pierre Gagnère de faire. C'est un plat, vous le mangez, vous dites « Oh, c'est bon !» Et puis on dit « Il y a quoi dedans ?» Ah ben, je ne reconnais pas la tomate, je ne reconnais pas le radis, je ne reconnais pas l'agneau, je ne reconnais rien. Alors c'est difficile à faire, bien évidemment. Mais voilà une cuisine abstraite. C'est bon, il y a du goût, il y a beaucoup de goût. Hein. Même quand c'est blanc, hein, on peut faire des trucs qui sont blancs qui ont beaucoup de goût. Hein. Et beaucoup de goût, hein, pas du lait ou un truc fade, non. Le truc blanc, ben, si on a mis plein de sucre, il est sucré, si on a mis plein de sel, il est salé, si on a mis plein de machin, il est autrement. Donc voilà la cuisine abstraite. Alors c'est difficile. Mais vous voyez qu'il peut y avoir un travail qui est purement artistique en cuisine. Donc, si on a 20 ans et qu'on veut arriver dans le marché du travail, j'aime pas le mot marché du travail, si on veut se mettre à bosser, on peut être technicien, on peut être artiste et on fait toujours la cuisine. Alors, ah oui, alors, l'art culinaire, ça, moi je crois que ça ne consiste pas à faire joli. Ça c'est un travail de technicien. Parce que le bon, c'est le beau à manger. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est je ferme les yeux, je mange, est-ce que j'aime? Mais si j'aime, ce n'est pas une question technique, c'est une question artistique. Alors, voilà, ça c'est une sculpture en beurre de 2 mètres de haut à Cuba. Les gars, ils avaient le blocus, c'est rien bouffé. Il y a un mec qui fait des sculptures comme ça, 2 mètres de haut, dans une armoire réfrigérée. Faut être con, quoi. Et à côté de ça, nous, on avait des sandwichs surgelés minables. Bon, voilà. Mais là, j'ai dit du mal de quelque chose, alors il faut dire bien de 3. J'ai dit bien de Pierre, déjà. Ouais. Alors, ça c'est joli, mais c'est pas de la cuisine. Hein, c'est la peinture. Alors, les règles. Ah, alors il y a, vous savez que la cuisine, en gros, les patrons de la cuisine, il faut le savoir, ils sont soit compagnons, soit francs-maçons. En Corse, ils sont plutôt francs-maçons, mais c'est-à-dire tous les mots propres sont francs-maçons, il faut savoir. C'est eux qui dirigent la cuisine. Non, mais je rigole. C'est comme avec Dieu. Alors, les francs-maçons, mais pas seulement eux, il y a une espèce de vieille tradition, comme quoi il y aurait du beau, qui serait toujours beau, qui serait sur le nombre d'or. On dit les cathédrales, c'est le nombre d'or. Tout ce qui est beau, c'est le nombre d'or. Hein, bon. Et alors, on met un bonhomme comme ça qui écarte les bras, alors on trouve le nombre d'or partout dans un cercle. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'ici, si on pose qu'est-ce qui est beau dans ces 4 rectangles, ben, il y a ceux qui vont vers le gauche, ceux qui vont vers le deuxième, le troisième, le quatrième. Hein. Le quatrième, c'est un carré. Le carré, c'est un rectangle qui a les côtés égaux. Quel est le plus beau? Ben, le plus beau, c'est celui que vous aimez. Et vous préférez lequel? Le carré, hein, pas beau. Hein. Et Marie-Josée? Le rectangle, mais lequel? Ils sont tous rectangles. Hein. Oui, le deuxième partir de la gauche. Vous voyez? Et ça, c'est pour ça que je déteste les classements du meilleur cuisine du monde. Si moi je préfère le premier, le plus beau, c'est le premier, point. Et c'est pas un vote qui va faire que c'est beau ou c'est pas beau. C'est moi qui décide, il n'y a que ça que j'aime. Donc le nombre d'or. Alors, les œufs ne sont pas beaux. Parce que j'ai un collègue à l'INRA de Noisy qui m'a donné les dimensions de 4000 œufs, donc j'ai un fichier Excel, j'ai calculé le rapport des deux, je trouve pas nombre d'or, voilà, je trouve 1,4, c'est pas nombre d'or, nombre d'or c'est 1,6. Donc si vous voulez faire de belles assiettes, ne vous préoccupez pas tout le nombre d'or, c'est pas très important. Alors, Sciences et Arts, parce que cette femme est dangereuse, hein, elle organise périodiquement des conférences Sciences et Arts, hein, c'est vrai? Ouais. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport.
Moi, ce que je fais, c'est que si j'ai une activité, je pars d'un point de départ, hein, par exemple la science, hein, je pars d'ici, et moi, je veux faire quelque chose de particulier. L'art, il ne veut pas faire la même chose que moi, donc l'objectif n'est pas le même, on est d'accord. Donc l'objectif de la science, l'objectif de l'art, c'est pas le même. Ouais, mais le chemin, en grec, le mot méthode, ça veut dire chemin. Le chemin du scientifique, sa méthode, c'est pas le même que celui de l'art. Donc s'il y a deux chemins différents, avec deux objectifs différents, ben, il n'y a rien de commun. Sauf que c'est des êtres humains qui font les deux chemins. Puis de temps en temps, ils ont le droit de sortir de leur chemin, et puis de dire « Ah, ça fait plaisir de le voir, aller au bistrot, etc. » Il n'y a pas de rapport entre la science et l'art. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, alors, je l'ai embêté, maintenant, il va falloir que je me rattrape. Hein. Alors, Chevreul était un grand chimiste qui a découvert un truc extraordinaire. Il a découvert la loi du contraste. Alors, en gros, vous regardez ce bleu, si vous voyez à l'intérieur du bleu, vous voyez du noir. C'est un peu noirci. Il n'y a pas de noir, hein. Son morphose, il fait du bleu partout. Hein. Simplement, l'œil est influencé par la couleur voisine. C'est ça qui fait que de temps en temps, si vous avez par exemple une écharpe verte sur un t-shirt orange, ça se met à vibrer les couleurs. Hein. Quand les couleurs vibrent, c'est ça le phénomène. C'est qu'il y a une espèce de conflit d'influence. Alors ça a fait des paradoxes. Vous voyez, il y a des raies, et vous voyez ici, là il y a du bleu foncé, là il y a du bleu très clair, c'est blanc, mais là et là, il y a du bleu intermédiaire. Et bien c'est les mêmes, alors qu'ils paraissent différents, parce qu'ils ne sont pas dans le même contexte. Et bien ça a engendré une école de peinture. Alors, y a-t-il un rapport entre la science et l'art? Mais non. Parce qu'il y a la découverte de la loi sensorielle, et puis ensuite, il y a des gens qui utilisent cette loi. Mais la science, une fois qu'elle est découverte, elle n'est plus là. La science, c'est l'activité de la découverte. Après l'utilisation, j'invente le stylo, imaginons qu'on découvre le stylo, il y a quelqu'un qui l'utilise. Y aura-t-il une relation entre la science du stylo et l'écriture? Ben non, il y a quelqu'un qui utilise un stylo. Quoi. Bon. Mais enfin, ça a fait quand même une école de peinture. Alors, ça a engendré une autre école de cuisine qui est un peu difficile. Alors ça, tout le monde peut faire l'expérience. Vous faites, vous voyez, en verre, vous prenez un petit médaillon de saumon fumé. Et puis dans le disque, vous mettez une gelée d'agrumes. Si vous le posez sur la langue, comme ça, vous le mangez comme ça, ou comme ça, vous sentirez des choses différentes. Parce que ici, sur la langue, ce sont les molécules qui vont se dissoudre dans la salive, c'est-à-dire les molécules sapides. Mais les odeurs, ça sera les odeurs de l'agrume. Si vous le retournez, vous sentirez les saveurs de l'agrume, mais les odeurs du saumon. Et donc en bouche, vous aurez des choses très différentes. Alors ça, c'est ce qu'on appelait le constructivisme culinaire. Et alors, il y a des tas d'exemples, alors je ne vous en montre pas trop, mais vous voyez, ça c'est une bouchée qui contient coquille Saint-Jacques et feuilles d'épinards avec de la sauce autour. Ben, ce plat, il est offert comme ça. Pourquoi est-ce que le cuisinier nous l'a donné? Il nous l'a donné pour dire, regarde, j'ai construit quelque chose pour toi. Donc en réalité, ça veut dire je t'aime ça, puisque j'ai construit pour toi. Alors, je vous tends une hypothèse. Une hypothèse, ça veut dire on ne sait pas si c'est juste ou si c'est faux. Je crois que quand c'est construit, c'est beau. Quand il y a quelque chose qu'on construit pour vous, ça veut dire c'est beau. Alors, c'est une hypothèse. Hein, donc. Ça a l'air d'être vrai sur la partie qui est là. Et vous voyez, la plaque de pipi qui est en dessous, elle n'est pas belle. Donc, elle n'est pas construite non plus. Donc, est-ce que cette hypothèse est vraie? J'en sais rien, c'est une hypothèse. Hein. Vous voyez, ça, c'est pas beau. Pourtant, mais c'est pas construit. Donc, est-ce que l'hypothèse serait vraie? Ça, c'est un beau poisson, c'est du turbo. Mais il est construit, le turbo. Donc, cette hypothèse a l'air d'être vraie. Donc, avec Pierre Gagnard, on s'est amusé. C'est-à-dire que, ayant trouvé cette idée du construit déjà, je le fais faire. Et voilà, le premier plat que Pierre avait fait, qui est entièrement construit, c'est-à-dire que là, on oublie toutes les recettes, et on construit les saveurs, les odeurs, les couleurs, les formes, tout. Et ça, c'est construit. Alors, Pierre me dit que je prends un mauvais exemple parce qu'il trouve que cette image est horrible. Mais je ne suis pas photographe, hein, donc je fais ce que je peux. Il n'y a pas de blague. Ça, c'est un peu excessif. C'est la prostituée qui dit qu'elle blanche. Non, c'est trop, c'est pas bien. Ça, c'est très construit. Mais il n'est pas beau à voir. Celui-là, il est beau à manger. Ce qui est intéressant, parce que faut-il faire toujours du beau à voir? Bon, alors. Donc je reviens. Au début, il y avait la cuisine. J'ai dit, il y a un premier métier qui est un technicien. Le deuxième métier, c'est artiste. Il y a un troisième métier, c'est commerçant. C'est important, parce que sinon, on ne pourrait pas faire la cuisine si on n'avait pas de navets, de carottes, de machin. Alors ça,
je ne peux rien vous en dire, donc je passe. Hein. J'y connais rien. Je suis incompétent, donc moi j'essaie de ne pas parler de ce que je ne comprends pas, de ce que je ne connais pas. Donc, voilà. Donc je passe à l'histoire. Parce qu'il y a un autre métier qui est historien. Historien de la cuisine, c'est un métier très intéressant. Et alors, là, c'est ça qui est terrible, et c'est la suite de notre discussion. Et au Moyen-Âge, les mecs, aujourd'hui, pour qu'on ait à table, il ne faut pas avoir de chapeau. Hein. On dit, on ne mange pas couvert à table, il n'y a que les poubelles qui restent couvertes à table. Hein. On met le couteau à droite, on met la fourchette plutôt dans ce sens-là. Je sais bien, dans l'éducation nationale, on fait ainsi, mais c'est une faute, parce que ça, c'est à l'anglaise, et ça, j'offre avec vis-à-vis des pointes, et c'est agressif. Donc en France, on met les couverts comme ça, parce qu'on offre une belle surface. Qu'on ne parle pas du sigil qui est là, c'est du baratin, non. En France, on met les couverts comme ça, maison bourgeoise, pas maison bourgeoise, j'ai les bouquins qui le montrent, et c'est une façon d'être poli. D'ailleurs, quand je vois mon potage, il est interdit de le faire comme ça, parce que ça voudrait dire que j'ai quelque chose à cacher à mon vis-à-vis. Non, quand je veux rappeler mon potage, je fous la vie ici, je prends mon potage ici. J'ai dit potage, hein, j'ai pas dit soupe, parce que la soupe est une tranche de pain avec laquelle je mouille avec mon potage. Hein, on est d'accord. Bon. Enfin, on est dans un lycée hôtelier, donc tout le monde sait ça. Je passe. Alors quand même, et ça a l'air d'être tout plat. C'est une sorte de bouillie, quoi. Dans un festin, on bouffait de la bouillie. Ça relativise les choses. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Ah! On arrive à Carême. Alors Carême, je comprends toujours rien. Il y a toujours, c'est d'autres images que tout à l'heure, hein, il y a toujours la grande pièce, les petits machins par-dessus, les pics, les banderies, avec des trucs... bon, moi je comprends rien, alors je passe. Ah oui, mais pareil, c'est toujours pareil, je vous ai dit, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça, cette table-là? Je le montre conférence après conférence, parce que j'espère qu'un jour, en le décrivant, l'étincelle divine me tombera dessus, mais pour l'instant, c'est pas venu. Hein. Alors, là, vous allez rigoler. Donc 53, vous allez voir ce que c'est que la cuisine 3 étoiles en 53. C'est ça. Et la recette, c'est des truites fourrées à la banane. Mais on sortait de la guerre. Donc il n'y avait pas de banane, il n'y avait pas d'orange, il n'y avait pas de... Peut-être encore, je ne sais pas, les oranges, peut-être encore. Bon voilà, c'est rigolo. Mais voilà un autre plat de 53. Vous voyez, la béarnaise, elle est restée. Ça mérite de comprendre pourquoi elle est restée. C'est une très belle sauce. Le tourne-dos est resté avec les frites, ça c'est marrant. Ça a un peu disparu. C'était donc les vols au vent avec des quenelles, des crêtes de coq, des objets. Je sais pas, ça doit se faire encore ça. Hein, mais ça c'est bon, hein, ça peut. Enfin, quand c'est bien fait, parce que quand c'est mal fait, c'est mauvais. Donc de toute façon, le vol au vent n'existe pas. Il y a des vols au vent. Quand ils sont bien faits, ils sont bons, quand ils sont mal faits, ils sont mauvais. Mais c'est un pléonasme de dire que les bons relevants sont bons. Bon, bref. Alors, comme je ne comprends plus rien, je passe. 76, on avait 3 étoiles avec un morceau de saumon qu'on cuisait avec de la crème, du fond de vin blanc. Incroyable, c'est nul. 3 étoiles pour un morceau. Avec de l'eau de Bocuse, en gros. Ça, c'est bien délicat. Comme ça, là, c'est subtil. Hein, ça. On sent l'aboutissement de l'art culinaire, en quelque sorte. 76, c'est il n'y a pas longtemps, 76, hein. Enfin, 40 ans. Bon, alors passons. Alors, il y a donc un autre métier qui est géographe. Les géographes qui ne sont pas inutiles non plus, ces gens-là, parce qu'ils nous montrent qu'il y a des tas de façons de manger qui sont vraiment différentes. Il y a des cas où c'est cuit à la vapeur, ça reste dans la vapeur sur la table, donc c'est chaud, parce que de temps en temps on mange quand c'est froid, ce qui n'est quand même pas toujours terrible, surtout en hiver. Il y a des plats où il y a de la sauce, il y a des plats où il n'y a pas de sauce. Il y a des pains où il n'y a pas de gluten. En Inde, de temps en temps, on a plusieurs plats ensemble. On vous en donne un, mais c'est Monsieur Plus, quoi. On vous donne 5 d'un coup. Et ça va. Moi, j'ai commandé un plat, j'en ai 5. Je suis content, hein, si on est gourmand. Et puis, il y a des plats qui sont plats, des plats qui sont élevés, des plats avec de la sauce, des plats sans sauce, des plats où les morceaux sont coupés, des plats où les morceaux ne sont pas coupés. Hein. Donc là, il y a une espèce de mine qu'on n'a pas encore assez explorée, donc il y a besoin des géographes. Il y a des plats qu'on mange à la main. Ça, la relation est très différente quand on mange à la main ou quand on ne mange pas à la main. Parce que si c'est gras, je sens déjà que c'est gras. Si c'est sec, je sens déjà que c'est sec. Enfin, donc il y a à jouer pour la cuisine. Et je crois que la cuisine peut... Enfin, voilà. Il y a des plats, c'est marrant celui-là. Rien que voir cette feuille-là, je sais que ça sera frais. Donc déjà, rien que l'image me donne quasiment le goût de la chose. Si j'ai un peu de culture. Si j'en ai pas, évidemment. Alors, je passe sur ce géographe, parce que géographe, moi, ça me regarde. Il y a le métier d'ingénieur. Alors, le métier d'ingénieur, ça devient plus terrible, parce que ce sont les ingénieurs qui prennent les découvertes scientifiques
et qui font des centrales nucléaires. Donc ici, tout le monde a peur, j'ai fait exprès de prendre l'exemple, hein. Ou bien, il y a des scientifiques qui découvrent les gènes des plantes, et puis il y a des ingénieurs qui en font des plantes génétiquement modifiées. Ah, ça va, on sent la révolution qui pointe son nez. Il y a des gens qui, enfin bref, l'ingénieur c'est quelqu'un de terrible, quoi. Il prend des connaissances à la pointe et il va en faire quelque chose pour les masses. Alors ça. Ouais, mais enfin il fait aussi des ponts, il fait aussi des tas de choses, il fait aussi des médicaments, il fait, bon bref. Alors, il y a, surtout dans les lycées hôteliers, il y a une question à bien... enfin, ça je crois maintenant que l'inspection générale m'a entendu. Hein. Moi je dis, il y a 3 champs, mais là je parle aussi pour mes collègues de l'INRA. Il y a le champ technique, c'est on produit. Hein, donc le cuisinier, il est là, il fait la cuisine. Il y a le champ scientifique, alors on y viendra plus tard, mais les scientifiques, ils ne font pas de découvertes, ils font d'inventions, ils font des découvertes. C'est-à-dire, ils cherchent à comprendre le monde. Hein, on est payé pour comprendre le monde. Et au milieu, il y a des gens, qui s'appellent donc les ingénieurs, qui sont capables de comprendre ce que les scientifiques racontent, qui le sélectionnent, et ensuite, qui l'utilisent dans les usines. Donc voilà les 3 champs. Alors évidemment, une même personne pourrait, de 8h du matin à 10h, être technicien, ensuite il pourrait être scientifique, il pourrait être technologue. Mais quel est l'objectif principal du métier? Voilà. Je dis que c'est 3 activités séparées, bien clairement séparées, et je ne vois pas les points de collage, sinon ils peuvent aller au bistrot ensemble et discuter. Mais je ne vois pas le rapport, les métiers me semblent séparés. Il me semble, hein, mais je suis... Voilà, alors, moi donc les ponts, les médicaments, moi, ça me gave. En revanche, la cuisine, ça me plaît bien. Alors, maintenant, on arrive à la cuisine moléculaire. Qu'est-ce que c'est? Tiens, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est que la cuisine moléculaire? On est bien au lycée Frère Scamaroni, à Bastia, c'est le gros lycée culinaire corse, c'est bien ça, non? Non, il y en a un autre? Il y en a 2 autres, mais... Oui, mais ils sont moins bien. Voilà. Ouais, alors, du coup, il faut quand même que dans ce lycée, on me dise ce que c'est que la cuisine moléculaire. Guillaume, c'est grave. Enfin, c'est grave. On n'en meurt pas. Non. Bon, alors, on ne va pas prolonger plus longtemps le désarroi interne, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, comme je vous l'avais dit. Donc, il se trouve que, je vais vous expliquer. Moi, quand j'étais enfant, j'ai mon laboratoire à la maison depuis toujours, depuis l'âge de 6 ans. Hein. Et un jour, en 1980, j'ai regardé mon laboratoire, et puis je me suis dit, mais c'est marrant. Quand on est en cuisine, on chauffe, quand on est labo, on chauffe. Quand on est en cuisine, on broie, quand on est labo, on broie. Quand on est en cuisine, c'est toujours pareil. Donc, comme on est toujours avec des ustensiles, enfin, vous voyez, ça c'est des ustensiles idiots, ça date du Moyen-Âge, ils sont un peu perfectionnés parce que dans le temps c'était des vrais fouets. Alors pour battre des blancs en neige, on battait. Évidemment, quand on relevait le fouet, on prenait tout à la figure. Donc il y a eu un génie qui a recourbé en 2. C'est une vraie histoire, hein, c'est pas de la blague. Enfin, cela dit, ces objets sont minables du point de vue technique. Enfin, on peut faire des manips. Hein. Minable. Alors il faut quand même le prouver. Hein. Alors, quelle est la couleur d'un blanc d'œuf? Non, transparent, c'est pas une couleur. Jaune, rouge, bleu, vert, blanc, noir. Non, translucide, c'est pas une couleur. Alors, blanc. Blanc. Il n'est pas cassé. Il n'est pas cassé, pas cassé. C'est jaune. C'est jaune. C'est quand même incroyable. On est dans un lycée hôtelier, vous voyez des œufs toute la journée, tout le temps, et on ne me dit pas dans la seconde c'est jaune. C'est quand même bizarre. Et on appelle ça blanc d'œuf, c'est encore plus con. C'est quand même normal d'appeler ça blanc d'œuf, c'est pas raisonnable. Ah oui, alors là, je vois François Casabian qui fait les gros yeux parce qu'il dit des gros mots alors que les gens ne les pas et que ça peut faire mauvais effet. Il faut que je me retraite, il ne faut pas utiliser de gros mots. Enfin, c'est jaune quand même. Non, Il est jaune que le jaune. Ouais, non, le jaune, il est orange, lui. Hein. Non. Pas de baratin comme ça. Il est jaune, point. Alors, il est jaune. Alors, donc je vais mettre en neige. Je prends quel fouet? Le droit. Celui-là? Oh, pardon. Qui vote pour celui-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Qui vote pour celui-là? 1, 2, pas plus. Qui vote pour je ne sais pas? Bravo. Parce qu'évidemment, il y a un piège. Donc si je fais voter, c'est qu'il ne faut pas voter, quoi. Alors, je vais prendre celui-là pour essayer de comprendre. Hein. Donc j'ai un machin jaune, liquide. Ah oui, ben, ça tombe bien, ça c'est de l'eau, ça. Alors, mais j'ai de l'eau ici. Hein. J'ai de l'eau ici, j'ai un verre, oui, mais qu'est-ce qu'il y a eu dedans, je ne sais plus bien. Donc celui-là est propre, voilà. Pas propre, j'en sais rien, mais voilà. Ce que je sais, c'est que, vous voyez, là, ça met des bulles d'air. Hein. Mais elles ne tiennent pas bien. Au bout d'un moment, il n'y en a plus. Bon. Le blanc d'œuf, lui, la différence, c'est que ça met des bulles d'air, mais elles tiennent mieux. Bon. Oui, mais attendez. Ce fouet, c'est fait de branches. Si j'ai une branche, je mets des bulles d'air. Mais si je mets deux branches, j'ai deux fois plus de bulles d'air. Donc si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 2, 16, j'ai 16 fois plus de bulles d'air. Alors là, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai 16. Donc finalement, je prends lequel? Voilà. 32. Et comme ça, donc vous voyez que le foie est idiot. Parce qu'en plus, on nous en vend, on est à 4 branches, quoi. Donc on suit de nous. Parce qu'on n'a pas fait le raisonnement technologique. Donc, en 4 branches, c'est ça que je me suis dit. Je me dis, mais c'est marrant. De toute façon, les fouets, moi au labo, j'ai plein de moyens de faire des bulles bien plus facilement. Une petite pompe d'aquarium, ça fait des bulles, quoi. Donc on peut faire des bulles. Si c'est pour faire des bulles, on fait des bulles. Hein. Alors, voilà la définition. Alors maintenant, vous saurez la définition de la crise moléculaire. C'est un des nouveaux outils, c'est surtout ça. Alors, nouveaux outils, vous voyez, celui-là, c'est un filtre de laboratoire, donc on met si vous avez un bouillon qui est trouble, vous mettez le bouillon, vous aspirez le vide, et clean, vous avez un bouillon qui est clair. Et ça prend 15 secondes, vous n'avez pas besoin de clarifier, vous n'avez pas de chinois avec un linge plié en 4, vous n'avez pas besoin de blanc d'œuf de voiture neige, vous faites pile et plan, ça y est. Donc quand on a les 35 heures, on ne se prive pas, quoi. Ou alors on veut vraiment vivre au Moyen-Âge. Alors, celui-là, c'est des ingrédients, alors c'est des gélifiants, donc ça c'est des spaghettis de tomates et de poivrons. Et puis l'azote liquide pour faire des sorbets, c'est vachement mieux parce qu'ils sont meilleurs, c'est tout, ils sont meilleurs. J'y peux rien, vous savez que, enfin, on y reviendra, mais... alors, on peut faire des choses très jolies, ça c'est pas des perles du Japon, hein. C'est un plat de mon copain Atala, Alex Atala, qui est mon chef du Brésil. Bon, et ça, c'est un plat de Denis Martin, vous voyez. On ne ferait pas ça dans la cuisine traditionnelle. L'objet, l'outil, peut introduire des idées nouvelles. Hein. Alors, ça, c'est une vieille idée. Hein. Pourquoi est-ce que... Alors, pourquoi? Parce que quand vous faites un sorbet, il y a de l'eau dans l'appareil à sorbet. L'appareil, ça veut dire la préparation. Cette eau, quand vous la refroidissez, vous avez des cristaux de glace. Bon. Est-ce que vous préférez avoir un gros glaçon dans la bouche ou des petits cristaux? Des petits cristaux. Eh bien, quand j'étais petit, moi, je faisais cette expérience-là. Et c'est en vrai, hein. On prend un petit cristal de sel, on le colle sur une ficelle, donc ce nez vous fait un sorbet en 15 secondes. Donc, c'est meilleur. Donc, je ne veux pas entendre parler de savoir si c'est dangereux, pas dangereux, etc. De toute façon, un couteau, c'est dangereux. On peut tuer quelqu'un avec un couteau. Alors, cela dit, il y a un gars, un Allemand, qui a mis... alors là, vous allez faire un Adriès, ils ont tous joué avec l'azote liquide, et il y a un Allemand qui a mis de l'azote liquide dans une thermos fermée. Il s'est fait péter 2 mains de ventre. Et il est con. Ah, il faut être idiot, quoi. Un couteau, je ne vais pas courir avec la pointe en l'air, ou alors je suis fou. Donc on apprend à utiliser des outils, non, c'est pas vrai. Ça me paraît du bon sens, quoi. Bon. Alors avec ça, après, on peut faire des tas d'objets nouveaux. C'est-à-dire, vous voyez, ça c'est des flocons givrés. C'est-à-dire, vous battez votre blanc neige, hein. On en fait un mètre cube. Alors, pour faire un mètre cube, tout le monde sait faire un mètre cube de blanc neige avec un blanc d'œuf, non? Oui? Comment vous faites? Non, non, avec un blanc neige. Ah, c'est pas dur. Alors, il faut que j'enseigne tout ici. Hein. J'ai bien fait venir quand même. Alors, je mets donc un blanc neige. Ça m'ennuie, hein. Vraiment, je ne devrais pas. Hein. Je devrais me faire battre par quelqu'un d'autre parce que... Voilà, donc j'ai battu mon blanc neige, bref. Vous le voulez sucré ou pas? Non, parce que si vous le voulez sucré, je vous le sucre, hein, moi. C'est comme ça, on me demande du sucre, je mets du sucre. Enfin, j'ai essayé de sucre, voilà. Allez hop, voilà. Parce que le sucre, je sais ce qui va se passer, comme le blanc d'œuf,
c'est de l'eau et des protéines. Il n'y a pas d'albumine dans le bœuf, il y a de l'eau et des protéines. Si je mets du sucre, ben, le sucre va se dissoudre dans l'eau. Donc ça fera un blanc d'œuf sucré. Bon, c'est pas compliqué. Si je mets du sel, si je mets du sel, enfin, vous savez que ça sera salé. Du sel. Donc maintenant, pour l'instant, c'est sucré et salé. Et ça n'a pas beaucoup de goût. Hein. Alors, je vais y mettre du goût. C'est quand même pas difficile. Tiens, du goût. J'ai du jus d'orange. Plus de Alors, si je mets une goutte de jus d'orange, parce que oui, alors, d'abord, avant de mettre le jus d'orange, je vais quand même battre mon blanc. Hein. Alors, il faut que je passe le bec de canard, vous ne savez pas encore. Enfin, je ne sais pas si je le ferai à cette fois-là, parce que voilà. Enfin bref, vous m'avez compris. J'ai donc mon blanc. Vous voyez qu'avec un blanc, je ne fais pas beaucoup. Hein. Et alors là, je réfléchis, parce que là, vous vous rappelez, là, je ne suis pas dans mon métier à moi, là, on est dans le métier technique, hein, ingénieur. Hein. Moi, je ne suis pas ingénieur. Donc je me dis, tiens, pourquoi ça ne gonfle pas plus? C'est que ça manque soit d'eau, soit de protéines, soit d'air. De quoi ça manque? Alors, vous ne manquez pas d'air, vous manquez d'eau ou de protéines. Est-ce qu'on manque d'eau ou est-ce qu'on manque de protéines? Qui vote pour? Qui parie, pardon? Qui parie une caisse de champagne qu'on manque d'eau? On est prudent. Donc quand on ne sait pas, on fait une expérience simple et si possible pas dangereuse. Qu'est-ce qui est plus simple? De rajouter de l'eau ou de rajouter des protéines? De l'eau. Voilà de l'eau, qui a du goût. Donc je mets un peu d'eau. Ah, maintenant, c'est sucré, salé et jus d'orange comme goût. Hein. Je fouette. Alors évidemment, je peux prendre un batteur électrique. Ou bien un appareil plus moderne, une pompe d'aquarium. Je rajoute un peu d'eau. Je fouette. Voilà. Alors à chaque fois, il faut faire des bulles pratiques parce que c'est comme ça que ça va tenir. Hein. Les pâtissiers savent bien qu'il faut serrer les blancs, hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. On fait des bulles pratiques et ça devient mieux. Hein. Alors je rajoute un peu d'eau. Et là j'en ai marre parce que vraiment, c'est pas ma vie, c'est pas ça. Hein. Alors je vais m'arrêter, mais sachez qu'à Montréal, avec les copains cuisiniers, on a battu comme ça pendant 1h30 à la main. Et avec un blanc, on a fait 27 litres. Je lance un défi à la population corse. Qui fera mieux que les Canadiens? Vous avez le droit de prendre des batteurs électriques. Alors, attends, le goût, ça doit avoir un goût de jus d'orange sucré un peu salé. C'est pas mal. Bah oui, jus d'orange sucré un peu salé, c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe si on le cuit? Qu'est-ce qui se passe si on le cuit? Et bien, c'est là où c'est extra, parce que si on le cuit, moi je sais exactement ce qui va se passer. Là-dedans, j'ai quoi? J'ai de l'eau, j'ai de l'air, et j'ai des protéines. Si je le cuis, le micro-ondes, lui, il ne touche pas tellement à l'eau, aux protéines, il va toucher à l'eau, donc il va chauffer l'eau. Mais s'il chauffe l'eau va s'évaporer parce qu'elle va bouillir. Vous savez que 1 gramme d'eau, ça fait 1 litre de vapeur. Voilà. Et ça gonfle, oui. Ça gonfle, donc ça veut dire que ça. Si ça gonfle, ça veut dire qu'on a atteint 100 degrés. À 100 degrés, les œufs cuisent. Donc, un habit à canard. Et voilà une mousse qui va tenir pour l'éternité, puisque j'ai coagulé les protéines. Et ça a toujours le goût, vous voulez goûter? Non, vous voulez goûter? À savoir le goût de jus d'orange sucré un peu salé. Ah. Donc il n'y a pas de miracle, hein, c'est bien. Il n'y a pas de miracle, j'ai dit, il n'y a pas de miracle, c'est bien, c'est pas sûr, il faut peut-être des miracles, je l'ai dit souvent. Mais c'est peut-être un miracle, c'est peut-être ça les miracles. Ah non, ça c'est bien. Et en période de pain, on ne peut pas. Ah oui, alors attendez, donc vous voyez qu'on peut faire des trucs. Et alors ce machin-là, moi je ne l'ai pas vu dans les livres de cuisine, cette recette. Donc il faut que je lui donne un nom, puisque c'est sans doute une invention. Alors je crois que celui-là, je l'ai appelé le boucle. Bon. Voilà. Alors après, on peut faire encore d'autres trucs. Là, voilà, là, il y a un cœur liquide. Donc un cœur solide, un cœur liquide pour un cœur solide. Et ça, on fait ça avec l'azote liquide. Ça c'était encore, alors ça, c'était bon, autre chose. Alors maintenant, voilà la vraie question. La cuisine est donc une activité qui, du point de vue technique, est restée très périmée, je crois. Enfin, toute périmée, la cuisine traditionnelle avec des casseroles me paraît très périmée. Il faut sans doute la rénover, du point de vue technique, du point de vue artistique, il n'y a pas de
Le but, c'est d'aider les cuisiniers à faire plus vite, à faire mieux, à faire différemment. Et comment ça se fait qu'il y a des réticences? C'est un truc très bizarre. Il y a des gens qui disent « je veux pas ». Alors, des gens comme moi, on les regarde, je vous prends comme un petit mais pourquoi tu veux pas? Et j'ai jamais eu la réponse, quoi. Je veux pas. Alors, il y a des grands chefs, 3 étoiles, qui m'ont dit « moi, j'aime le geste ». Le geste, on s'en fout du geste. Ce qui compte, c'est ce qu'on va manger. Le geste. Ah, puis c'est quand même un geste de machine, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, je ne comprends pas bien pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas, qui ont peur, et puis il y en a beaucoup, hein, c'est pas 2, 3. Donc, voilà. Alors que la cuisine a toujours évolué, vous voyez, ça c'est un truc absolument génial, ça s'appelle une coquille. Les gars, ils avaient, donc au Moyen-Âge, on faisait des poules rôties, soit dit en passant, on continue. Hein. C'est quand même bizarre, c'est-à-dire qu'on n'a pas progressé d'un poil depuis le Moyen-Âge. Hein. On a même perdu, parce qu'à l'époque, comme ça durait 1h30, on avait le temps de draguer. Aujourd'hui, on est dans le cours. Ah oui, mais maintenant les mains sont libres. Alors, comme c'est lent, il y a des gars qui ont inventé une sorte de réflecteur métallique, et là, ça cuit de fois plus vite. C'est évident. La coquille. Donc, la cuisine s'est toujours améliorée techniquement. Et je dis, enfin, vous êtes un public éclairé, mais je dis au vaste monde plein de cons qui ne veulent pas des rénovations de la cuisine, de toute façon, ça aura lieu. Donc, c'est pas la peine de résister. Les modernes ont toujours gagné parce que les anciens finissent par crever. Mais en fait, quand même, hein, ça fait bizarre. Hein. Le monde entier est passé à l'ordinateur, à la fusée, à la bagnole, en cuisine. On a les casseroles, on a toujours les casseroles. Ah ben, moi, ça me fait mal. Hein. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu un repas de cuisine moléculaire, un grand repas de cuisine moléculaire, je crois qu'il faut en montrer, parce qu'il y a des tas de fantasmes. On dit, ouais, il n'y a rien dans l'assiette, ouais, il y a, je sais pas quoi. Donc, je vous en montre un. Voilà le chef. Hein. Alors, ce chef, vous voyez, il a un siphon. Parce qu'évidemment, si vous faites des blancs en neige, vous mettez un blanc d'œuf là-dessus, vous faites chute, vous avez blanc en neige. C'est pas la peine de battre. Hein. Donc, déjà, ça va plus vite. Grand succès, le siphon est maintenant sur le catalogue de la Redoute. Depuis le dernier catalogue, je suis très heureux de vous dire que c'est arrivé. Alors, malheureusement, cet imbécile mettait les couverts à l'anglaise. Là, vous voyez les pointes de la fourchette qui sont là dirigées vers mon épouse. C'est pas bien, alors je me suis empressé de... Alors le maître d'hôtel me l'a remis. Alors je dis, vous m'emmerdez. Mais oui, mais c'est quand même. Alors, j'ai essayé de lui demander pourquoi. Il m'a dit, ça trouve la nappe. Je lui ai dit, non, parce que j'ai fait les mesures au labo. Ça trouve pas la nappe. Bon, alors, voilà. Alors, là, il y avait encore des papiers pour le menu. C'est idiot, parce qu'on aurait pu avoir une tablette, mais bon. Alors, voilà les plats. Alors, je ne vais pas détailler, parce qu'il y en a beaucoup trop dans ce menu. Donc, vous verrez qu'on a un ventre plein. Celui-là s'appelait la momie. Le voilà encore. Hein. Celui-là s'appelait le nid. Celui-là s'appelait... Alors, il l'avait appelé caviar, c'est pas le caviar. Hein. C'était une bisse de langouste avec du jus de pamplemousse et puis agrémenté de trucs d'herbe, etc. Dans des perles d'alginate, donc un cœur liquide avec une peau gélifiée comme des œufs de saumon. C'était absolument délicieux parce qu'il y avait une espèce de grande fraîcheur en bouche. C'était très bon. Celui-là s'appelait la viande qui se balance. C'est-à-dire le maître d'hôtel est arrivé et la viande se balançait. Et alors, d'abord, c'était un vrai travail du maître d'hôtel. Donc là, moi j'aime beaucoup quand le maître d'hôtel ressort, parce que c'est lui qu'on voit, c'est pas le cuisinier. Hein. Et alors, la viande, c'était pas une viande, c'était traité, c'était pas... Ensuite, il y a eu... Alors, le chef est venu arroser les plantes. Tout se mangeait, même le pot. La sauce, c'était pas de l'eau, c'était la sauce qui était dans l'arrosoir. Qu'est-ce qu'on s'amusait, c'était super. Alors, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui disent que c'est pas bien, quoi, je ne comprends pas. Alors ensuite, on a eu un plat qui s'appelait le bassin. Ensuite, on a eu au fond de la mer. Alors pour les cuisiniers, vous avez repéré que je vous vois le gros plan. Tous ces trucs-là se cuisent un à un séparément, parce que c'est des temps de cuisson différents. Alors ça, c'était un travail de chien. Hein. Évidemment, l'espèce d'écume. Alors le mot écume, j'aime pas beaucoup ça, parce que normalement, une écume, c'est une mousse qui se fait avec des impuretés. Donc on devrait parler plutôt d'une mousse. Hein. Mais une mousse très légère, qui avait un bon goût. Ensuite, il y avait celui-là, je ne sais plus comment il s'appelait. Ensuite, il y a eu... Alors, je descends dans mon jardin et la brume du matin s'évanouit. Ah non, c'est là. Ouais, c'est là. Ouais. Ensuite, on a eu la viande grand froid. Ensuite, il y a eu, alors je ne sais plus comment ça s'appelait. Ensuite, il y avait Bar Bounty Bar. Ensuite, il y avait Bed and Breakfast. Ensuite, il y avait la pomme n'est pas empoisonnée. Ensuite, il y avait Je me refais une beauté.
L'ardoise en bas ne se mange pas. Hein. Et pour terminer, nous avons eu un arbre à barbe à papa. Un bonsaï. Alors, non, un grand arbre, grand comme ça. Très grand. Alors attends, du point de vue du vent, moi je l'applique au soufflet, par exemple, ça c'est mon premier travail. Je vois un soufflet, on me dit, théorie, les bulles d'air, ça gonfle parce que les bulles d'air se dilatent à la chaleur. Moi je fais un calcul, celui-là, je trouve que ça devrait gonfler de 30%. Ben non, les soufflets montent de 200% quand on s'y prend bien. Donc ça trouve que cette théorie est mignonne. Donc je mesure la température, la pression dans le soufflet, peu importe, et je découvre en 1980 que le soufflet gonfle parce que l'eau s'évapore. On n'aura pas le prix de Nobel, mais c'était une découverte. Ah ouais! Mais si les soufflets gonflent parce que l'eau s'évapore, c'est peut-être pas la peine de battre des blancs en l'air. Et bien l'autre jour, à mon séminaire, on a pris un appareil à souffler, on l'a divisé en deux, on a battu les blancs ici, pas là, on les a mis dans le même four, en s'y prenant bien, ils ont monté pareil. Donc ça ne sert à rien de battre des blancs en l'air. Et ça en fout un coup à ceux qui l'ont fait toute leur vie comme moi, hein, ou enseigné même. Et c'est terrible. Mais c'est pas grave. On est tous à enseigner des trucs faux qui vont être révisés, qu'on va changer. Il n'y a que celui qui s'accroche à son rocher en disant non, les bulles d'air gonflent. Ouais, si eux. Un jour, j'avais lu comme ça dans un endroit où il est le jaune. Enfin, l'orange. Pardon? Très bon. Il ne faut pas y aller trop vite. Il est à l'intérieur. Il a vraiment raison. On commence comme ça. Il est en haut, en bas ou au milieu? Alors, il y a un endroit, en France, je ne dirai pas où, j'ai été accueilli par un gars qui m'accueille, comme ça, il m'a fait une conférence. Il me dit, ah, je t'en veux beaucoup. Bon, je ne le connaissais pas. Oui, tu dis à nos élèves que le jaune n'est pas au milieu. Ben oui, parce qu'il n'est pas au milieu. Ah oui, mais tu nous mets en porte-à-faux avec nos élèves. Vous avez qu'à arrêter de dire qu'il est au milieu, mais ça. Parce que en fait, il est où le jaune? Il est dedans, mais à part ça. Qui vote pour en bas? Non. Non, attendez! Qui est prêt à parier une caisse de champagne qui est en bas? Une caisse de champagne qui est en bas? Je suis fou! Il flotte. Mais enfin, il n'est pas raisonnable ce garçon. Regardez-moi. Mais je ne parie pas parce que sinon vous seriez d'une caisse de champagne. Je vais donc mettre. Il flotte. On va bien voir. On n'en sait rien. Et ça, c'est bien de ne pas savoir. Ça veut dire qu'on a là une question. C'est la promesse d'une réponse. Où il est mon machin? Voilà. Alors je vais gâcher. Je vais vous le préparer. C'est ma façon de dire je vous aime. Hein. Je ne dis pas rien, moi je sais que ça. Le reste, je sais combien là. Donc on a deux. Ouais. Je vais vous en mettre trois, on verra mieux. Voilà. Ah, je vais faire l'image, je déteste ça. Je préfère les équations. Alors, il est où le jaune? Attendez, je vais le faire descendre. Hein. Il est où le jaune? Il est où le jaune? Il est où le jaune? Au milieu. Enfin, au milieu. Bon, le bout, il est en haut, je le vois là, il est là. Non, il est en haut, parce qu'il flotte. Dans le jaune, il y a des graisses. Dans le blanc, il n'y en a pas. Et ce qui est marrant, c'est que dans les livres de cuisine de toutes les époques, on a dit que, et moi, quand j'ai commencé à étudier ça, je pensais qu'il était en bas. En général, si j'avais voté vraiment, il y aurait eu 80% de personnes qui avaient dit que c'est en bas. Il y aurait eu ceux qui ont vu les schémas où il est au milieu, qui auraient dit c'est au milieu, et en fait, il flotte tout le temps. Et bien du coup, où il est mon jaune? En haut, où il est mon jaune? En haut, où il est mon jaune dans ma casserole? En haut. Et bien il y a une bonne preuve, indication. Vous mettez un arbre dans une casserole, vous faites une petite croix au stylo sur le haut, vous le coincez avec des fourchettes, vous mettez de l'eau, vous faites cuire. Vous verrez, il est en haut. Alors, ne me croyez pas. De toute façon, je n'ai rien à taper que vous me croyez. Faites l'expérience vous-même. Il n'y a que ça qui vous convaincra. Mais mon objectif, c'est quand même de vous dire, attention, les théories, méfions-en-nous, parce qu'elles sont parfaites. Donc voilà, j'ai commencé, voilà. Alors, au labo, donc je passe là-dessus, mais au labo, je voudrais que je vous montre quand même ce qu'on fait un peu, parce que c'est pas inutile. Donc, la gastronomie moléculaire. Alors, on ne parle plus de cuisine moléculaire, hein.
Il y a une différence entre les deux. La gastromoléculaire, c'est de la science, la cuisine moléculaire, c'est de la cuisine. D'accord? Ça va? Donc, au labo, je voudrais vous montrer. Donc, voilà, par exemple, on a une thèse sur le bouillon de carotte. Hein. Qu'est-ce qui sort d'une carotte quand on fait un bouillon, et surtout comment ça sort? C'est un truc incroyable, qu'en fait, on sait ce qui sort, bien sûr, mais on ne sait pas comment ça sort. Alors, là, vous voyez, on prend des appareils spéciaux, on met une carotte, on va vous dire, il y a de l'eau, les vapeurs montent, elles redescendent, ça dure 3 ans, hein, on prend une carotte pour 3 ans, vous voyez, on ne coûte pas cher à l'État. Évidemment, l'appareil de droite coûte un peu plus cher, donc ça sert à analyser, c'est un appareil de résonance magnétique nucléaire, il n'y a pas de radioactivité, hein, c'est des magnétiques, ça veut dire des aimants, et nucléaire, ça veut dire le noyau des atomes, et on ne va pas les défaire. Hein. De toute façon, même si on le défraie, bon, ça ne gêne pas. Alors, voilà ce qu'on obtient, donc voilà ce qu'un scientifique a toute la journée devant lui, hein, voilà, dans mon laboratoire. Et les gens sont heureux avec ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que je vais passer là-dessus, mais vous voyez, il y a, dans une carotte, il y a des sucres, il y a de l'eau, il y a des acides aminés, ça change, voilà des courbes qu'on obtient. Quand même, celle-là n'est pas idiote, vous voyez, ça dit la quantité. Alors, vous voyez, la quantité de glucose dans un bouillon au cours du temps, la quantité de fructose, le fructose c'est un autre sucre, hein, dans un bouillon au cours du temps, vous voyez que ces quantités augmentent un peu. Donc la saveur du bouillon va changer. Mais ce qui est intéressant, c'est celui-là. La quantité de saccharose, c'est-à-dire le sucre de table, dans un bouillon au cours de temps. Vous voyez que d'abord, il y a du saccharose qui sort, donc le sucre sort de la carotte, et ensuite il disparaît. Et il disparaît parce qu'il se fragmente en glucose et en fructose. Autrement dit, un bouillon à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 12 heures, 36 heures, un bouillon de carotte ne sera pas du tout pareil du point de vue des sucres, mais du point de vue des acides aminés, du point de vue des saveurs, du point de vue des odeurs. Et c'est rigolo de penser que la cuisine a très rarement fait des cuissons de 36 heures et de 250 heures. Alors qu'il y a des goûts très intéressants qui apparaissent. Alors, ici, attention, quand vous mettez du fructose dans l'eau et que vous chauffez, vous fabriquez ce composé-là, et ce composé-là, il est très poison pour les abeilles. Pas pour l'être humain, mais pour les abeilles. Et l'industrie américaine des abeilles est dévastée parce que les apiculteurs ont donné des sirops de fructose. Donc il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Qui est en cause? Est-ce que c'est les chimistes? Non, c'est les apiculteurs qui ont donné des sirops de fructose. Hiroshima, qui est responsable de la bombe nucléaire d'Hiroshima? C'est pas Pierre et Marie Curie qui ont découvert l'atome, c'est les militaires qui ont lancé la bombe. Qui est responsable d'un crime? C'est celui qui le fait, c'est pas l'inventeur du couteau. D'accord? Donc il n'y aura jamais de chimie en cuisine. Je vous l'avais dit. Alors voilà, on fait des équations toute la journée, je passe. Et puis je passe. Alors de temps en temps, on découvre des trucs. Il y a un jour, j'arrive au labo, le bouillon de gauche, il était marron, celui de droite, il était orange. C'était la même carotte coupée en deux dans le sens de la longueur. Comment est-ce que c'est possible? Alors dans ces cas-là, on arrête tout le monde et on dit là, il y a un truc qu'on ne comprend pas, il y a peut-être une des couleurs. Alors j'ai arrêté tout le monde et on a étudié la couleur des bouillons. Alors, évidemment, le contribuable dit, enfin, on ne paye pas pour étudier la couleur des bouillons, quoi. Un gros laboratoire, avec des appareils qui coûtent cher, un salaire tous les mois, enfin, quand même, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ben, allez, on va étudier la couleur des bouillons. Et vous allez voir qu'on a eu raison, comme à chaque fois. D'abord, il n'est pas normal que les bouillons aient une couleur, parce que les colorants des carottes, ils ne sont pas solubles dans l'eau. Donc c'est pas possible. Alors, regardons la couleur. Alors, évidemment, quand on étudie la couleur des bouillons, on commence par la mesurer. Donc on obtient des courbes. Une courbe, elle a une courbe. Vous voyez, c'est la couleur d'un bouillon, donc on part de zéro, pas de couleur, et puis elle part d'un côté, et puis elle arrive de l'autre. Bon, je ne vais pas vous l'expliquer, ça sera trop long, mais voilà l'évolution de la couleur d'un bouillon au cours du temps. On l'a fait jusqu'à 3 semaines. Mais, donc, vous voyez qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'évolution de la couleur. Ce qui est intéressant. Ça veut dire sans doute que du point de vue de la réaction des composés dans le bouillon, ça s'est arrêté. Ce qui est déjà une information qu'on n'avait pas. Ah oui, le micro est tombé, mais bon, de toute façon, il ne marche plus. Il marche ou il ne marche plus? Non. Il ne marche plus? Ah bon, ça va. Ah oui, je parle fort, alors, sinon, au fond, il n'entend plus. Voilà. Ici, ouais, les carottes. Les carottes, c'est des cellules végétales, c'est-à-dire des petits sacs pleins d'eau, qui sont collés entre eux par ce qu'on appelle la pectine. Pas seulement, mais... Et quand vous cuisez, la pectine, elle est coupée en petits morceaux. Alors évidemment, les petits sacs se séparent. Le ciment est cassé, pour organiser.
Ouais, mais le ciment, le petit morceau qui est cassé s'appelle l'acide galacturonique. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris de l'acide galacturonique, c'est une poudre blanche comme le sel, le sucre, on le met dans l'eau, donc il n'y a pas de couleur, et puis on chauffe, et bien ça part comme ça partait tout à l'heure. Ah! Déjà, on est sur une piste. Bon. Mais alors, finalement, on a découvert la chose suivante, c'est qu'ici, il y avait de la lumière. Ici, il y en avait moins. Donc on a pris un bouillon avec un spot, un bouillon avec du papier aluminium, et on a deux couleurs complètement différentes. Et finalement, si vous voulez avoir des bouillons couleur ambrée, c'est pas la peine d'aller faire roussir des oignons, il suffit de mettre de la lumière. Donc finalement, vous voyez qu'en étudiant une question qui était complètement, je ne sais pas quoi, et ben on arrive sur une idée technique qui peut rendre service à tout le monde. Ah ouais, ça change, hein. Finalement, le contribuable, il dit, bah oui, finalement, vous avez raison. Hein. Et du coup, maintenant, toutes les questions, même les plus farfelues, j'ai pas honte. C'est-à-dire, un jour, Pierre Gagnard me dit, les sauces vannées, les sauces au vin montées au beurre vannées, sont plus brillantes que quand elles sont fouettées. Ça m'a pris 3 mois. Est-ce qu'il fallait que je le fasse? Qui vote pour oui? Qui vote pour non? Pour répondre à M. Gagnard. Pardon? Pour répondre à M. Gagnard. Ouais, mais enfin, Pierre Gagnard, c'est pas l'État lui tout seul. Donc, est-ce que le contribuable doit payer 3 mois d'hermétisme pour faire une réponse à Pierre Gagnard? Ah, soyons larges. Bah, la réponse, c'est qu'en fait, on a découvert quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que les sauces vannées et fouettées, elles n'ont pas le même goût. Et ce que souvent les cuisiniers mettent des mots qui ne sont pas les mots que les scientifiques ont. Or, brillant, ce n'était pas ça. Brillant, ça veut dire... Ah, Pierre ne savait pas. Il savait qu'il y avait une différence. Et ce qu'on a découvert, c'est que les sauces au vin montées au beurre, elles sentent plus le vin quand on les vanne, et elles sentent plus le beurre quand on les fouette, alors qu'il y a la même quantité de beurre et vin. Ah! Donc on a eu raison d'étudier ça. Alors du coup, on en fait des calculs, on en fait des publications, on cherche à comprendre. Alors je cherche toujours à comprendre pourquoi les bouillons de carottes font des bouillons de carottes. Je ne sais toujours pas, enfin je suis un peu triste, mais enfin on y arrivera un jour, on continue, on fait des courbes, voilà. Tiens voilà, je vous ai montré, je vous ai parlé de carottes, ça c'est une échalote, hein, mais c'est pareil. Vous voyez, une échalote, c'est des petits sacs collés entre eux qui s'appellent des cellules d'échalote. Hein. C'est un gel. Ça, c'est une viande. Une viande, c'est des sacs allongés, qu'on appelle des fibres musculaires, collés entre eux. Donc en fait, nous sommes des gels. Un gel, c'est de l'eau qui tient dans un solide. Vous voyez, je ne coule pas. Donc mon eau est bien tenue dans le solide. Et vous aussi, enfin, rassurez-moi. Donc, alors à gauche, c'est un gel de... C'est un gel. Donc on mange essentiellement des gels. Donc il faut que la science étudie les gels. Alors, bon, non, mais ça, alors ça c'est juste pour François, pour ceux qui ont regardé. Un jour, donc, on prend les échantillons de bouillon, on les lyophilie, c'est-à-dire qu'on enlève l'eau, et ça prend 5 jours à préparer. Puis un jour, je me suis dit, mais une carotte, puisque c'est un gel, c'est un liquide. Donc prenons un tube, le petit tube en verre qui est là, mettons un petit morceau de carotte, puisque pour moi c'est un liquide. Et bien en 10 minutes, on fait ce qu'on faisait en 5 jours. Donc voilà une méthode d'analyse, et voilà pourquoi ça, on l'a fait alors qu'on étudiait autre chose. Donc en fait, les stratégies scientifiques doivent se composer, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut trouver au bord du chemin. Et il faut être actif. Évidemment, si on est à la terrasse du bistrot en disant « Ah oui, c'est des gels », on n'y arrive pas beaucoup. Il faut se retrousser les manches. Alors, il faut des calculs, bon, c'est bien. Tiens, voilà, ça encore, j'ai fait des oignons à l'IRM. L'IRM, c'est pour les hôpitaux. J'ai un copain dans un hôpital, je lui ai dit, tiens, est-ce que je peux mener un oignon? Il dit, t'es sûr? Je dis, oui, ça va être très bien. Alors voilà, un oignon à l'IRM. C'est un quart d'oignon. Hein. Alors, ah oui! Et on a encore découvert des trucs. Là, c'est le même oignon, hein, c'est le même oignon. Là, on l'a coupé avec un scalpel, là, on l'a coupé avec un couteau. Or, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un bord blanc et qu'il y a un gros bord blanc. Et ça, c'est parce que vous déclenchez, quand vous coupez un tissu végétal, vous déclenchez une série de réactions, de transformation de molécules, et en fait, vous changez le goût. Et bien, voilà un résultat qui montre. Donc, l'IRM montre maintenant que l'épaisseur du couteau est proportionnelle au goût qui va changer. Et donc, pour une julienne de carottes, c'est essentiel d'avoir des bons couteaux. Donc, voilà une étude qui est faite simplement parce que j'avais un copain qui avait dit IRM. J'ai mis un oignon, et ben, du coup, on a un résultat scientifique.
Et ce résultat sera important pour la communauté des cuisiniers. Donc les Japonais, avec leur lame céramique, ils ont peut-être bien raison. Alors du coup, voilà pourquoi moi je m'intéresse à la gastroculinaire, c'est-à-dire ce qu'il y a entre l'ingrédient, parce que nous ne mangeons pas des ingrédients, nous mangeons des aliments. Et les aliments, c'est ce qui a été préparé par les cuisiniers. Une carotte dans un champ, c'est pas un aliment. Alors qu'est-ce qu'on mangera demain pour terminer? Ben j'en sais rien, évidemment. Mais déjà, il y a des espèces qui disparaissent. Donc c'est là où on les aura plus. C'est un premier temps. Ensuite, je ne sais pas si vous avez déjà essayé les scorpions grillés, mais il y a des gens qui ont du mal. Oui, enfin bon. Mais enfin, la choucroute, moi je connais des copains asiatiques qui ont du mal aussi avec la choucroute. Hein. Je ne vous parle pas du master. Hein, le truc en haut, là, c'est une boîte de conserve d'un salmonidé du fleuve Amour. Alors je sais bien que c'est le fleuve Amour, mais enfin quand même il a les dents qui dépassent. Moi j'ai eu du mal. Hein, alors, bon, alors on va me dire on mange ce qui est bon. Mais c'est compliqué parce que, vous voyez, pour les Asiatiques, le Munster ça pue, ça sent l'excrément. Mais pour les Corses, la cervelle de singe juste décapitée, à la cuillère, quand c'est encore fumant, ça pose des problèmes. Je sais bien que vous avez des habitudes avec les verres sur les fromages, mais quand même. Alors, ce qui est rigolo, moi, à la maison, j'ai des grenouilles, je les mange avec une bonne sauce au vin, c'est délicieux. Les escargots, aucun problème, alors ça, super bon. J'ai plein de limaces dans mon jardin, je ne les mange pas. Je comprends pas. Qui a déjà mangé de la limace? À part petit. Vous êtes comme moi, vous êtes bizarre. C'est peut-être délicieux. Mais, bon. Alors, au milieu, il y a le pire du pire. C'est l'estragon, mais je sais pas. Alors, d'abord, on cuisinera ce qu'on pourra. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a pas une journée sans que les pages des journaux vous disent l'essence augmente. Donc, aujourd'hui, une casserole sur une plaque électrique, c'est 80% d'énergie foutue en l'air. Donc, c'est pas raisonnable. On ne peut pas continuer comme ça. On peut, mais ça va coûter de plus en plus cher. Donc, de toute façon, vous allez changer. Parce que quand ça coûtera trop cher, vous ne mettrez plus des casseroles sur des plaques à gaz. Ça sera réglé, ça. Ça tombe bien, parce qu'avec la clim de ta note, moi je vous donne un moyen de mettre de casserole sur les plaques à gaz. Bon, alors ça va m'aider. Ensuite, on mangera toujours de l'amour, c'est-à-dire que c'est ça la question. Qu'est-ce que c'est l'amour? Il a été mesuré que le même plat, mangé avec des personnes en groupe ou des personnes séparément, il est mieux apprécié quand il y a des personnes en groupe. C'est-à-dire que, en fait, les êtres humains, quand ils sont ensemble, dans leur cerveau, il y a des neuromédiateurs qui bloquent, et ça dit tu es heureux. Alors on est heureux quand on est ensemble. Alors après, il y a des gens qui disent convivialité. Mais en fait, ça veut dire des hormones qui sont en train de passer dans notre organisme. Quand on a faim, ça ne veut pas dire j'ai faim. Ça veut dire mon corps me demande de manger. Quand j'ai plus faim, c'est mon corps qui me dit t'as plus faim. Mais c'est pas. Donc on est des bestiaux, en quelque sorte. Enfin, pas les jolies filles, mais les scientifiques, enfin, pas François, mais les chimistes, en fait. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer les manières de table en vue de faire qu'on soit plus heureux? Et vous mettez des gens sur des très grandes tables, sur des petites tables, ils n'auront pas le même rapproche quand ils sont très serrés. Ils peuvent se taper, genre, ah, tu te rappelles cette fromage qu'on a mangé à Ajaccio. Et Ajaccio, c'est quand même bien mieux que Bastia, non? Parce qu'on est expatriés. Ah, ouais. Donc on pourrait, mais on pourrait faire mieux, c'est-à-dire moins vulgaire. Imaginons qu'on donne ici 4 fois la viande, 4 fois le pain, 4 fois le légume et 4 fois la sauce. Les gens vont être obligés de se donner quelque chose. Et bien se donner quelque chose, ça veut dire que ça crée de la relation humaine. Je suis presque sûr que ça sera rigolo et que les gens vont être contents et se donner quelque chose. C'est quand même du je t'aime, ça. Vous savez qu'on fait du fromage sans lait, pour les pizzas, entre autres. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je propose de ne pas appeler ça du fromage. Non, mais ça ne s'appelle pas fromage. Ouais. Ça ne s'appelle pas fromage. Oui, mais alors ça, qu'est-ce que c'est? Parce que de ce que je sais, c'est quoi? C'est de l'assemblage de lactose et est-ce que c'est ça? Alors, je n'ai pas été très long sur la vie de c'est vrai. Reproduire des carottes alors qu'on a des carottes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, l'intérêt de la clignote, l'essentiel, c'est d'enrichir les agriculteurs. Je n'ai pas expliqué ça. Si vous êtes agriculteur et vous faites du raisin, quand vous le vendez, c'est un marché, c'est là où vous le vendez, je sais que la carotte, c'est vendu 20 centimes d'euros par kilo et c'est vendu 1,09 € par le supermarché au consommateur. À 20 centimes
le kilo de carottes à un agriculteur, il ne vit pas, il est pauvre. Or, l'agriculteur, il est essentiel dans une communauté parce que d'abord, c'est lui qui produit à manger, donc on ne peut pas fragiliser ce maillon-là de la chaîne sociale. C'est un maillon essentiel de produire à manger. Surtout s'il y a 9 milliards d'êtres humains qui arrivent et qu'il y a 9 milliards d'êtres humains qui arrivent. Et d'autre part, s'il est trop pauvre pour se préoccuper de qualité, il ne s'en préoccupera pas. Donc il faut vraiment que l'agriculteur soit riche de tous les points de vue. Il y a toutes les raisons sociales, économiques et politiques pour enrichir l'agriculteur. Or aujourd'hui, l'agriculteur est un jardinier fonctionnaire de l'Europe. Il y a des quotas, il ne peut pas produire plus, et donc il n'est pas incité à produire plus. Or, ce que je propose, c'est que s'il vend des carottes, ils vont à perte. Il est pauvre. Et la communauté le subventionne de façon qu'il n'aime pas. Si on apprend à l'agriculteur à la ferme de fractionner la carotte, on va faire des fractions. Ces fractions, c'est beaucoup de valeur ajoutée. C'est comme le vin par rapport au jus de raisin. Le vin coûte plus cher que le jus de raisin. Et à ce moment-là, on a des fractions, et pas des composés purs, mais des fractions. Ces fractions sont très faciles à faire. C'est-à-dire que si vous allez sur Internet, j'ai montré dans mon dernier cours, on a monté un appareil de fractionnement sur le bureau, sur l'amphi, hein, et en un quart d'heure, on a fractionné les carottes. Donc c'est faisable à la ferme pour pas cher. Ces fractions, il faut que les cuisiniers puissent les utiliser. C'est ce qu'ils vont avoir à apprendre. Alors, bon, de toute façon, dans un premier temps, il peut y avoir coexistence. Même peut-être dans longtemps, il y aura coexistence. Je suis un peu provo en disant il y a la cuisine motanote ou la cuisine traditionnelle. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit bien, il y a de la cuisine tradie, il y a du moléculaire, et on pourrait ajouter autre chose. Vous voyez, en musique, il y a Bach, il y a Mozart, il y a Debussy, et puis il y a les Rolling Stones, et puis il y a Lady Gaga. Donc tout est possible, on peut tout accumuler. Lady Gaga, elle ne joue plus avec des violons, elle joue avec des synthétiseurs. Bon. Mais à la salle Priel, le pianiste classique, il continue d'avoir un piano. Donc tout est possible, il ne faut pas opposer les choses, ça va s'ajouter. Or, plus on a de choix, plus on a de liberté. Et si on n'a pas de choix, on n'aura pas de liberté. Donc il faut du choix. Mais la cuisine motanote, que ça soit avec des composés purs ou avec des fractions, à mon avis, dans ma boule de cristal, si je le dis, il y aura des fractions d'abord, c'est plus facile à utiliser. Et puis ça va enrichir les agriculteurs. Mais vous voyez, par exemple, vous produisez des tomates. Les tomates, vous les produisez ici. Et puis vous les amenez à Bastia, parce qu'à Bastia, il y a des gens qui habitent et qu'il faut leur donner des tomates. Vous n'habitez pas dans le champ. Ces tomates, c'est plein de flotte. Donc quand vous avez transporté des tomates, ce que vous avez transporté, c'est 90% d'eau. C'est idiot. Si on avait enlevé l'eau, on aurait au lieu de faire un camion de 10 tonnes, donc 10 tonnes de tomates, si on divise par 10, ça ne fait plus qu'une tonne. Une tonne, c'est une petite camionnette qui fait une bagnole. Et ça ne coûte pas la même essence. Bref, donc il y a plein d'intérêts. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais il y a beaucoup de... Vous voyez, il y a des allergies aujourd'hui. Imaginez que quelqu'un a une allergie aux crustacés. Et puis, il a quand même envie de manger une chair, un peu de homard, etc. Il n'y a qu'à mettre tout sauf la molécule qui rend allergique. Aujourd'hui, il y a une épidémie d'obésité dans le monde. C'est-à-dire que demain, il y aura 40% d'obèses aux États-Unis. 40%, 1 sur 2. Un obèse, un obèse, un obèse, un obèse, etc. 40%. Ça veut dire que l'alimentation traditionnelle, qui était faite pour des périodes de disette, aujourd'hui, elle est plus bonne, puisqu'on est obèse. Et obèse, ça veut dire qu'on a des maladies cardiovasculaires. Voilà. En tout cas, il va falloir trouver un moyen de faire que les gens soient plus obèses. Parce que sinon, 40%, l'espérance de vie commence déjà à diminuer aux États-Unis, à cause de l'obésité. Donc il y a un vrai problème à régler. Donc il y a un problème nutritionnel, économique, politique, toxicologique, artistique, parce que c'est aussi un problème artistique. De toute façon, l'art, il veut toujours changer. On ne fait plus, j'ai montré les trucs fourrés à la banane, c'est fini. Même le saumon à l'oreille. Oui, je veux dire, c'est tous les excès qui sont encore, parce que tout à l'heure, on parlait de cuisine, de gastronomie moléculaire, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés, qui n'ont rien donné à manger. C'est pour ça que l'image en partie était négative. Comme dans les années 70, ce qu'on appelait... La nouvelle cuisine, c'était pareil. On avait des récits de folie et tout le monde a dit c'est pas bon. Par contre, il est resté la quintessence de la cuisine moderne. C'est bien pour ça que pour la cuisine moléculaire, il va rester le meilleur. Ceux qui ne faisaient pas à manger ou pas bon, c'est pas grave. De toute façon, dans le monde, il faudrait être naïf de penser qu'il n'y a que des gens intelligents, travailleurs, gentils, etc. Il y a aussi tous les salauds, on n'y peut rien. Il y aura des gens qui vont tourner le client, il y aura des gens qui... Mais j'y peux rien, ça.
Moi, je pense déjà pour le petit... Ah non, je suis désolé, je suis pas... Pour le petit groupe de gens qui veulent bosser, faire des choses artistiquement proposées, déjà, qu'est-ce qu'on leur propose? Il faut travailler, hein. La Green Note, c'est une espèce d'utopie, mais qui arrive aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée en ce moment sans trouver la Green Note. C'est pas une journée. Hein, donc, vous voyez, il y a 6 mois, je ne vous aurais pas dit ça. Il y a 6 mois, je vous aurais dit, oh là, ça va peut-être arriver un jour. Mais alors là, en ce moment, ça s'accélère. On est au moment où ça se déclenche. Il faut savoir. Et il y a déjà des profs dans des lycées hôteliers qui enseignent la Green Note. René Van Sevenant, enfin il y en a au moins 3 qui m'ont envoyé des emails, et Yannick Eprachard, je crois, à Tours, Van Sevenant et dans le Vanoise, puis un troisième. Ça commence, le début. Mais pour ces profs qui sont enseignés, c'est pas nécessairement agréé par l'État. Pardon. Pour que les profs qui puissent enseigner justement la cuisine moléculaire, il faut bien qu'ils soient agréés par l'État, parce qu'il y a quand même quelque chose à suivre. Là, il y a les profs, il y a un programme à suivre. Même en cuisine. En matière de cuisine, c'est un peu plus compliqué. En fait, il n'y a pas des programmes dans les lycées hôteliers, il y a des référentiels. Les référentiels, ça veut dire que les examinateurs sont habilités à vous poser des questions sur le référentiel. Mais dans l'enseignement, le prof est libre dans sa classe. Si un prof arrive à ce que ses élèves fassent du note à note en plus de lever les filets de sol, ça va très bien. Hein. Mais, bien sûr, et de toute façon, pourquoi s'arrêter d'apprendre? On peut apprendre des tas de trucs. Quoi. Mais c'est vrai, c'est une question. Non, mais la question de la Green Note, c'est que pour l'instant, il y a très peu de monde au monde qui est capable qui en a fait. Donc c'est tout le début. Hein, ne réclamez pas ça à vos profs demain. Vous seriez dur. Hein. Il faut d'abord je viens, je leur explique, c'est le début. Ensuite, il va falloir qu'on comprenne, qu'on explique, qu'on les mette en relation avec des gens de l'université de Corté, que c'est du boulot. Hein. Peut-être qu'ils feront ça. S'ils ont envie, peut-être qu'ils feront ça l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, je sais pas. C'est un début. Hein, mais il faut savoir aussi que ça ne peut pas attendre tellement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup. La cuisine moléculaire, pardon, la gastronomie moléculaire est rentrée dans la formation des profs maintenant. Dans les IUFM, il y en a 2, il y a Antony et puis il y a Toulouse, les profs ont des cours de gastromoléculaire et de cuisine moléculaire. Donc maintenant, c'est institutionnel. Mais c'est pas dans le référentiel. Bon. Mais est-ce que pour que ça rentre dans le référentiel, il faut que les chefs... Non, le problème... soit le passage obligé. Non, le référentiel, c'est compliqué parce qu'il faut réunir la CPC, c'est-à-dire la commission, je sais pas quoi, et ça coûte de l'argent, et en ce moment, les n'a pas d'argent, donc ils ne réunissent pas la CPC. Et puis d'autre part, en général, ça fait une révolution dans le milieu, donc on ne fait pas des révolutions tous les 5 minutes. Donc on fait des choses en style-mode, comme ça va bien. Suffisamment large. Oui, et puis il y a de la... On peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre ce qu'on veut. Dans les nouvelles méthodes de production. Oui. Non, mais de toute façon, le prof est maître dans sa classe. Ça, c'est une loi en France. Oui, il faut y croire. Il faut qu'il soit maître dans sa classe. Est-ce qu'en assemblant les éléments de base dont vous nous parliez tout à l'heure, on invente de nouvelles... Ah oui, c'est ça qui est extraordinaire. De nouveaux goûts, ou est-ce que la nature a tout inventé? Ah non, rien, elle n'a rien inventé. Enfin, très peu. Ce qui est marrant, c'est, vous voyez, quand vous prenez un violon, un piano et une trompette, vous faites de la musique. Bon. Mais avec un synthétiseur, vous pouvez faire du violon, vous pouvez faire du piano, ça n'a aucun intérêt, puisqu'il y a déjà le violon et la trompette. Et surtout, avec un synthétiseur, vous faites les sons que vous n'avez jamais entendus. Ce qui m'avait mis intéressant avec les notes, c'est de faire les goûts, on les avait jamais... Vous me demanderiez quel goût ça avait, je ne peux pas vous dire. Ça a des goûts, je ne peux pas vous les décrire, parce qu'on ne partage pas cette expérience. Et c'est comme pour la musique de synthèse, quand il y a eu les premières musiques de synthèse, par exemple... ouais, enfin, genre, il est arrivé bien après, mais il y avait des gens comme Stockhausen, par exemple. Stockhausen, ou bien... Varese, voilà. Et les gens disaient, oh là là, qu'est-ce que ce truc-là, ils étaient habitués à leur Mozart et leur Debussy dans les bons cas, oh, ça nous arrache les oreilles. Et aujourd'hui, Varese, moi j'ai une passion pour Varese, par exemple. Stockhausen, j'aime moins, mais... Et inversement, il y a des gens comme par exemple Xenakis, il n'utilisait pas de synthétiseur, il utilisait des voix, des trompettes, des percussions, et là, le son est beaucoup plus arracheur d'oreilles, en quelque sorte. Enfin, on s'y habitue, et puis là, on apprend. Vous voyez, quand il y a eu Kandinsky, ça fait une révolution.
Et pendant qu'aujourd'hui, bon, il y a la couleur. Quoi. Oui. L'enjeu du groupe de travailler est fort. C'est-à-dire que l'esprit de... Ah oui, oui, essentiel. La cuisine matanote, la façon dont il faut s'y prendre, c'est que vous êtes, mettez-vous devant une assiette. Une cuisine, c'est des objets. Dans une assiette, il y a des objets. Donc il faut que vous déterminiez combien il y en aura. 1, 2, 3, 4, 10, j'en sais rien, c'est pas mon compte. Ensuite, chaque objet, il aura une consistance particulière. Mais il faudra qu'il ait une forme. Est-ce que ça sera des cônes, est-ce que ça sera des cubes, est-ce que ça sera des... Je ne sais rien. Il faudra qu'il y ait des couleurs. Donc, on va mettre. Il faudra qu'il y ait des saveurs. Il faudra qu'il y ait des odeurs. Donc en fait, on contrôle tout. C'est comme un synthétiseur. Un synthétiseur, vous avez des petites raylettes, vous dites plus grave, plus aigu, plus grinçant, plus machin, plus truc. Et vous faites un son et après vous jouez de la musique. Donc c'est ça qu'on est en train d'inventer. Il n'y a que les chefs, les chefs qui font la cuisine matanote, c'est ça leur question. Alors, pour ça, il faut commencer par réunir les notes de musique élémentaires, et puis les goûter, et puis apprendre à s'en servir pour ne pas intoxiquer tout le monde. C'est son avis. L'éthanol pur, ça fait des dégâts. Même le pastis, ça fait des dégâts. Donc il faut apprendre, et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut se mettre en relation avec des gens qui savent. Il y a des gens qui sont dans les universités, dans les terrains. Oui, oui, oui. Ouais, il faut tout. Forme, couleur, odeur, saveur, consistance, piquant, frais, tout. Autorisé. Ces caramels sont faits par les cuisiniers. Hein. Mais il y a un des caramels, le 150D, qui est un caramel qui est fait dans certaines circonstances, et il contient une toute petite impureté qui s'appelle le 4-MeI. Ce composé, j'ai vu la responsable de l'EFSA, la toxicologue, la France a dit que ce composé, il ne pose pas de problème. En revanche, c'est les États-Unis qui ont dit que le composé pose un problème, parce qu'il suffit qu'il y ait une personne intoxiquée sur 1 million pour qu'on le considère. Mais avec les doses qu'on a calculées, les consommations, même des très gros buveurs de coca, ça ne pose pas de problème. En revanche, sur le 150C, il y a peut-être un problème. Et le 150C n'est pas dans le Coca-Cola. Non, mais le Coca-Cola, comme d'habitude, c'est fait de la publicité. Une mauvaise publicité, c'est de la publicité. Vous savez, la stevia, il n'y a pas longtemps, la stevia, pourquoi est-ce qu'on a dit que l'aspartame était mauvais? Parce qu'il y a des gens qui se mettaient à vendre de la stevia. Hein. Alors que la stevia, on la refusait depuis 20 ans. Hein. Non mais, méfions-nous de ce qui est dit dans l'air. Bon, on peut prendre encore peut-être une question, parce qu'après il va falloir qu'on la dernière. Qui c'est qui veut poser la dernière question? Là, je mets la pression. Ah, vous connaissez. Pas que nous. Bon. Ah non, sérieux. Il n'y a personne qui... Vous revenez quand? Voilà. Il a fait presque une promesse qu'il était prêt à revenir. Non, mais d'abord, je serais toujours content de retrouver des amis. Ensuite, vous savez, il y a le concept de belle personne. J'aime bien ce concept. Les belles personnes, c'est des gens qu'on rencontre, qui nous disent des trucs, et puis on met du temps à... Enfin, on a une espèce de chaleur à l'intérieur. Rencontrer les belles personnes, moi, je suis très ému. Une idée qui vient dans l'air, de nouveaux amis. Ça veut dire oui. Bon, écoutez... Enfin, n'hésitez pas, vous avez mon email en tout cas. Hein. Si vous voulez m'engueuler, s'il vous plaît, faites-le. Parce qu'il n'y a rien de pire que les engueulades rentrées. Et je suis prêt à répondre, m'engueuler ça n'a pas beaucoup de sens, je veux dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Et bien l'américaine, vous pouvez avoir accès à un réseau. Il y a Hervé, puis tout son réseau. Et puis même d'autres thématiques de culture scientifique, ça peut vous servir. C'est pas compartimenté, la culture scientifique. Il y a 3 semaines, on parlait du cerveau, du système d'addiction au cerveau. Ça faisait rentrer en jeu l'individu. Bientôt, on essaiera de mettre le film, donc la vidéo. La vidéo, toutes les conférences, sur le site de l'Américain. Donc là, maintenant, je pense qu'on va être obligé. Et on Merci vous beaucoup à tous. remercie. Thomas. Oui. Non, il a.